OK. Et Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, est un moment pour célébrer les avancées et l'engagement des femmes à travers le monde. Mais c'est aussi un moment pour regarder la réalité en face et poser les bonnes questions. Aujourd'hui, les violences ne se limitent pas aux espaces physiques. Elles s'invitent aussi dans nos téléphones, sur nos réseaux sociaux et dans nos messageries. La cyberviolence intimide, humilie et réduit trop souvent les femmes et les filles au silence. C'est dans ce contexte que nous nous retrouvons aujourd'hui, le 10 mars 2026, pour ce webinaire organisé par le chapitre malien de l'Internet Society autour du thème cyberviolence envers les femmes et les filles. Brisons le silence et mobilisons-nous pour un Internet sûr pour tous. Nous ne sommes pas réunis seulement pour commémorer, mais pour agir, briser le silence, ouvrir le dialogue et réfléchir ensemble à des solutions pour un Internet plus sûr et plus inclusif. Je suis Karida Sangaré et j'aurai le plaisir de modérer votre session d'aujourd'hui. Merci à chacune et à chacun d'entre vous d'être connectés et de prendre part à cette conversation essentielle. Avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous présenter l'agenda de la session. Nous avons exactement 2 heures et elles seront utilisées comme suit. Moi, j'ai 5 minutes pour introduire et c'est d'ailleurs ce que je viens de faire. 3 minutes pour les mots de bienvenue du président du chapitre malien de l'Internet Society. 5 minutes pour présenter les panélistes. Chacune des intervenantes aura exactement 10 minutes pour répondre à maximum 3 questions, ce qui fait 60 minutes au total parce qu'elles sont au nombre de 6. Et nous aurons 30 minutes de questions-réponses, 5 minutes aux intervenantes pour leur dernier mot et 2 minutes pour la clôture et la photo de famille. Sans plus tarder, je vais donner la parole au président du chapitre pour son allocution. Monsieur Bakary Kouyaté, vous avez la parole. merci beaucoup, Khadija. Mesdames et messieurs, chers participants, distingués invités, en tant que président du chapitre ISOC du Mali, c'est un immense honneur et une grande joie pour moi de vous accueillir à ce webinaire spécial que nous avons organisé en partenariat avec le complexe numérique de Bamako et l'ONU Femmes, en plus de nos partenaires à l'international qui sont Internet Society Foundation et puis Internet Society au niveau global, mais dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, communément appelée le 8 mars. Le 8 mars n'est pas une simple date sur le calendrier, mais c'est un symbole universel de lutte, de résistance, mais aussi de célébration des progrès accomplis dans la conquête des droits des femmes. C'est une journée pour honorer la résilience et la contribution de la femme à nos sociétés. Mais c'est aussi un moment crucial pour porter un regard lucide sur les batailles que les femmes ont eu à mener dans le temps. Ensuite, parlant de batailles, aujourd'hui, ces batailles ne se livrent pas sur les terrains conventionnels que l'on connaît, tout simplement, mais ça se livre également sur de nouveaux terrains qui s'appellent les terrains numériques. Dans le monde numérique, si Internet est un outil d'émancipation formidable, d'accès à la connaissance et de liberté d'expression, il peut aussi devenir un espace d'insécurité, d'exclusion et de violence. Le 8 mars résonne comme particulièrement dans ce contexte. Ce moment, car c'est comment parler d'égalité et des droits fondamentaux quand, en ligne, des femmes et des filles sont confrontées au cyberharcèlement, au discours de haine, à l'atteinte à l'image ou à la vie privée. La cyberviolence est une extension des inégalités du monde réel. Elle est un mur invincible invisible plutôt, qui entrave la pleine participation des femmes à la vie publique, économique et sociale. C'est précisément pour abattre ce mur que l'Internet Society, avec ses partenaires, s'engage au quotidien. Notre chapitre est fidèle à sa mission de l'Internet Society Global
œuvre pour un Internet ouvert, sûr et accessible à tous. Pour nous, un Internet pour tous signifie un Internet où chaque femme, chaque fille peut naviguer, apprendre et entreprendre et s'exprimer sans aucune difficulté, sans craindre pour sa sécurité. En tant qu'organisation dédiée à la promotion d'un Internet de confiance, nous croyons fermement que la sécurité en ligne n'est pas une option, mais c'est un droit. C'est pourquoi nous avons souhaité organiser cette rencontre avec d'éminents experts dans le domaine. Pour ce faire, ce webinaire est un espace de réflexion et d'action. Je ne saurais terminer cette introduction sans adresser mes sincères remerciements et encouragements aux différents experts qui ont accepté de venir partager un moment avec nous. Briser le silence est le premier pas vers le changement. Votre présence ici aujourd'hui est la preuve que nous sommes nombreuses et nombreux à refuser la banalisation de la cyberviolence. Elle est la preuve que nous croyons à un Internet qui libère, qui unit, plutôt qu'il n'opprime ou ne divise. Ensemble, nos experts panélistes qui interviendront dans un instant, nous allons explorer les contours de ce phénomène, surtout identifier des pistes d'action concrètes. Encore une fois de plus, merci d'être là. Merci pour votre écoute et votre engagement. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup, Monsieur le Président, pour ces mots inspirants et votre engagement constant en faveur d'un Internet plus sûr et plus inclusif. Nous allons maintenant poursuivre notre programme avec la présentation de nos panélistes. Nous avons aujourd'hui un panel exceptionnel composé de femmes leaders, expertes et engagées dans la défense des droits, la cybersécurité, les médias et la gouvernance. Alors, notre première intervenante est une actrice engagée dans la promotion de la démocratie, des droits humains, de l'égalité de genre au Mali et en Afrique de l'Ouest. Après une licence en Chine au Central State University et un master en sciences et technologies alimentaires université aux États-Unis, elle a travaillé plus de 10 ans dans l'industrie agroalimentaire américaine avant de choisir de rentrer au Mali pour contribuer au développement de son pays. Depuis, elle s'investit fortement dans l'engagement citoyen et le leadership féminin. Elle est notamment la fondatrice de SOS Démocratie et Démocratie 101, deux initiatives qui œuvrent pour l'éducation civique et la participation citoyenne. Elle est également la créatrice de l'émission Moussouya, un espace de débat public consacré aux droits des femmes, à la participation politique et aux grands enjeux de société. Vous l'aurez sûrement deviné, il s'agit bien de Madame Kumbaba, notre tendre Tata Kumba. Merci de l'ovationner, s'il vous plaît, à travers des réactions, bien sûr. Ensuite, nous avons Madame Aminata A. Diko, spécialiste en genre et développement, entrepreneur social et président de Solidaris 223. À travers cette organisation, bien sûr, Solidaris 223, je vais y arriver, elle mène des actions en faveur de la prévention des VDG, de l'accompagnement des survivants, du soutien aux personnes déplacées internes et de la promotion de l'égalité de l'éducation des jeunes filles. Elle est titulaire d'un master en genre et développement. Elle s'investit particulièrement dans la protection des femmes et des filles en situation de crise et dans la promotion de la justice sociale. Elle travaille également au Centre d'études pour la recherche logique et la formation, CERAF, où elle contribue à des travaux de recherche sur les dynamiques sociales et les politiques de développement. Son engagement pour les droits humains et l'égalité du genre lui a valu plusieurs distinctions, dont le Women Leadership Award en 2026. Nous sommes également honorés par la présence d'une spécialiste de l'égalité femmes-hommes. Elle fut directrice pays du Centre d'études de coopération internationale, le CECI. Engagée très jeune dans la défense des droits humains, elle a milité au sein d'Amnesty International où elle a notamment été coordinatrice nationale des jeunes et son parcours professionnel l'a conduite à occuper des fonctions clés dans plusieurs organisations internationales. Avec un engagement constant
dans la prévention des VDG et la promotion de la démocratie. Lauréate du Trophée international de la femme active d'Afrique en 2016, elle est aujourd'hui commissaire aux droits de l'homme à la CNDH et présidente de la sous-commission promotion des droits humains. Veuillez s'il vous plaît accueillir Madame Maïmouna Djomouda Dambélé. Ensuite, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Aminata Keïta, jeune journaliste et commissaire spécialisée dans la communication des organisations et des entreprises. Titulaire d'un Master 2 en communication digitale de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest à Bamako, elle évolue à la croisée des médias, de l'entrepreneuriat et de la communication stratégique. Depuis 2021, elle est journaliste présentatrice sur TMN TV où elle anime un magazine hebdomadaire consacré au numérique, à la technologie et à l'innovation, mettant particulièrement en lumière les startups et les PME maliennes. Elle participe également à la réalisation de reportages et à la coordination éditoriale. Entrepreneur engagée, elle est par ailleurs gérante de Univers API Service à Bamako, une filiale du groupe API Service spécialisée dans la formation, les multiservices financiers et l'accompagnement de projets de voyage et de développement professionnel. Ensuite, nous avons Madame Fanta Kumba Karambi, ingénieure en réseau et télécommunications et cadre de l'administration publique malienne et depuis 2013. Aujourd'hui, elle dirige les services de certification et de signature électronique au ministère de la Communication du Mali. Son parcours est marqué par plusieurs responsabilités stratégiques dans l'administration, notamment au ministère des Transports et à l'AGETIC, où elle a contribué à l'analyse et à la détection des cybermenaces. En 2016, son leadership est reconnu à l'international avec sa sélection au prestigieux Mandela Washington Fellow aux États-Unis dans la filière public management. Engagée pour un numérique plus sûr, elle œuvre à la sécurisation des transactions et des identités numériques. En 2025, son engagement au service de l'État est salué par sa nomination au grade de chevalier de l'Ordre national. À travers son travail, elle contribue à bâtir un Internet plus sûr où les femmes peuvent évoluer et s'exprimer sans peur. Enfin, nous aurons le plaisir d'accueillir une jeune dame bien connue du grand public sous le nom d'Aminata Haïdara, plus connue comme animatrice H. Présentatrice télé, blogueuse et figure médiatique malienne, elle s'est imposée comme l'un des visages marquants de la nouvelle génération d'animatrices au Mali. Relevée très jeune à l'écran, elle a notamment marqué les téléspectateurs à travers l'émission musicale Ministar, je vais y arriver, sur Africable Télévision. Avant de poursuivre son parcours sur TM1 avec Claire H, un espace de débat consacré aux questions sociales et de société. Très active sur les réseaux sociaux, Animatrice H incarne une génération de jeunes femmes ambitieuses et engagées qui utilisent les plateformes numériques comme des espaces d'expression, d'influence et de mobilisation, notamment en faveur de la jeunesse et du leadership féminin. Je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, pour nos dames, s'il vous plaît, à travers des réactions. OK. Merci. À présent, sans plus tarder, je pense que j'ai beaucoup parlé, nous allons entamer les échanges par poser le cadre juridique et institutionnel de notre discussion. Donc, je vais de ce pas m'adresser à notre commissaire. Madame Maïmouna Djomouda Dambélé, vous me recevez? Très bien, très bien, Katia. Oui, oui, D'accord. Maïmouna, Mamouna, c'est Mamouna, hein, c'est ma grande sœur adorée. Madame la commissaire, vous travaillez au cœur du dispositif national de protection des droits humains. N'est-ce pas, vous travaillez vous me recevez? Oui, oui, très bien. Vous travaillez au cœur du dispositif national de protection des droits humains, c'est-à-dire à la CNDH. Est-ce que la cyberviolence peut-elle être considérée comme une violence des droits humains et pourquoi? Merci beaucoup, Kadi, pour cette question. Bonjour à tout le monde. Je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir mettre ma caméra parce que je suis en route là. Merci beaucoup pour cette première question. Est-ce que la
violence peut être considérée comme une violation des droits humains? Déjà, la cyberviolence, je pense, constitue l'un des défis vraiment majeurs de l'ère numérique parce qu'elle amplifie les rapports de force et les violences du monde physique et de l'espace virtuel. De plus en plus, ce qui se passe au niveau virtuel, on l'exporte aussi dans le monde physique. Donc, la cyberviolence qui est considérée déjà comme une violation des droits humains, même si l'agression est virtuelle, ses impacts sont réels et ça touche à plusieurs droits fondamentaux. Nous avons le droit à la dignité et à l'intégrité. De plus en plus, nous avons des cas de harcèlement, d'usurpation d'identité ou encore la diffusion d'images intimes, ce qui est très fréquent. Et toutes ces violations portent atteinte à l'honneur et à l'équilibre de la personne. Donc, tout ce qui porte atteinte à la dignité, à l'intégrité morale, physique et psychique d'une personne est considéré comme une violation des droits humains. En plus de cela, la cyberviolence touche aussi au droit à la vie privée. Le fait de collecter et de diffuser des données personnelles viole l'intimité, surtout lorsqu'il y a absence de consentement de la personne. En plus de cela, il y a une violation du droit à la liberté d'expression. Parce que bien que le numérique, bien que le monde virtuel aujourd'hui nous offre l'espace d'expression et donc on pourrait dire contribue à la liberté d'expression, la cyberviolence réduit aussi certaines personnes au silence, notamment des militantes qui travaillent sur les questions des droits des femmes parce que ça les pousse à s'auto-censurer. On a vu plusieurs fois des personnes qui travaillent sur ces enjeux-là se faire attaquer, se faire harceler pour leur opinion, pour leur point de vue. Et ces personnes ont été obligées, contraintes à soit quitter l'espace public virtuel ou à s'auto-censurer pour ne pas être victimes davantage de représailles. Donc, à ce niveau, il y a aussi le droit à la liberté d'expression qui peut être touché par ça. Enfin, il y a le droit à la sécurité. Les menaces en ligne précèdent souvent les passages à l'acte, à l'acte physique. Parce qu'en réalité, il y a beaucoup de harcèlement, il y a beaucoup de menaces, il y a beaucoup d'agressions en ligne. Et le plus souvent, c'est juste avant que les gens ne passent à l'acte. Mais également, ce que nous voyons de plus en plus, c'est que l'espace numérique devient un terrain de recrutement, un terrain pour le crime, notamment toutes les questions liées à l'esclavage sexuel. Les victimes sont de plus en plus recrutées et très jeunes en ligne avant de se retrouver dans le monde physique, pris dans des schémas criminels. Donc oui, pour répondre à votre question, la cyberviolence est une violation des droits humains et cela touche à plusieurs droits fondamentaux. D'a- D'accord. Naviguer à l'ère du numérique est un droit fondamental. Mais est-ce que le cadre juridique malien Maïmouna est-il adapté pour répondre aux formes numériques de violence basées sur le genre? Avant de répondre à cette question, je voudrais saluer déjà l'adoption par l'Union africaine d'une convention spécifique pour l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles. Ça, c'est une avancée majeure pour notre région, pour l'Afrique. Et ce qui est très intéressant, c'est que pour la première fois, il y a un instrument juridique de protection des droits des femmes qui met l'accent de façon spécifique sur la cyberviolence. Parce qu'on était vraiment beaucoup plus sur des violences, on va dire, plus traditionnelles. Et aujourd'hui, nous savons que l'espace numérique, c'est vraiment devenu un terreau pour les violences. Et cet instrument juridique met un accent particulier sur ça, ce qui est extraordinaire, parce que lorsque les États ratifieront ce texte-là, on sera obligé, en fait, d'adapter nos instruments au niveau national à cela. Pour répondre à la question, pour le cas spécifique du Mali, je pense que notre pays a réalisé des avancées notables.
Il y a notamment la loi de décembre 2019 qui porte répression de la cybercriminalité. Je pense que cette loi est vraiment une avancée parce qu'elle criminalise notamment le harcèlement par le biais d'une communication électronique et la diffusion d'images portant atteinte à la pudeur. Mais il y a quand même des zones d'ombre et je pense qu'on pourrait faire mieux pour renforcer le cadre juridique parce que le cadre actuel manque parfois de spécificité concernant les violences basées sur le genre. Donc oui, on régit l'espace numérique, mais il n'y a pas de spécificité pour dire cette violence qui se fait en ligne est une violence basée sur le genre et donc ça, c'est la réponse appropriée à ça. En plus de ça, les procédures de signalement et de retrait de contenu sont souvent tellement lentes et les forces de l'ordre, donc les unités d'enquête, ne sont pas toujours formées à la prise en charge des victimes de violences numériques. J'en parle parce que moi-même, j'ai été victime d'usurpation d'identité et j'ai pu en fait vivre cette violence-là personnellement, mais également vivre les lacunes de notre mécanisme national pour répondre à ces questions. Donc, je pense que oui, encore aujourd'hui, il est vraiment important pour le Mali de renforcer son cadre juridique en intégrant des définitions claires sur les VBG numériques, mais également faciliter l'accès à la preuve numérique pour les victimes qui en ont besoin et également mettre en place des mesures conservatrices pour avant même la fin d'un procès pour que les contenus soient retirés, en fait. D'accord. Merci, Maïmouna, pour ces éléments de réponse. Euh, Vous êtes commissaire à la CNDH et président de la sous-commission droits de l'homme. Quel rôle la CNDH peut-elle jouer ou est en train de jouer dans la protection des femmes et des filles en ligne? Euh, alors, merci pour cette question. La Commission nationale des droits de l'homme occupe une place qui est plus stratégique et c'est un rôle de veille et de protection. Et sans vous mentir, je pense que un peu comme toutes les institutions, aujourd'hui, la CNDH elle-même se forme et essaye de comprendre en réalité toutes les implications, tous les défis liés à la cyberviolence et aussi à l'utilisation de l'intelligence artificielle et comment cela pourrait davantage et faciliter l'intégration des femmes, mais également travailler sur les questions de violence avec l'intelligence artificielle. Donc, notre rôle, c'est de faire le monitoring, donc le suivi et de faire des rapports. Nous devons documenter en fait les cas de cyberviolence pour alerter les autorités sur l'ampleur du phénomène. Ça, c'est le rôle d'une institution nationale des droits de l'homme. Nous devons dire aux autorités, attention, il y a ça et c'est un défi. Certes, c'est nouveau, mais nous devons être plus attirés par ça et faire des propositions par rapport aux lois et toutes ces questions-là. En plus de ça, la CNDH intervient dans le traitement des plaintes aussi. Donc, au niveau de la CNDH, nous avons une triple mission, la mission de promotion de protection et la mission et le mécanisme national de lutte contre la torture. Donc, dans le cadre de la protection, nous recevons et nous orientons les victimes vers les services judiciaires ou de santé adéquats. Et parfois, lorsqu'il s'agit de violations de droits humains, nous apportons une assistance judiciaire. En plus de ça, le travail de la CNDH, c'est de faire du plaidoyer législatif, comme je le disais, donc proposer des réformes pour que les textes s'alignent sur les standards internationaux en matière de droits numériques. C'est aussi la protection des groupes vulnérables. Donc, porter une attention particulière aux femmes, aux filles et les cibler pour nos campagnes. Et ça, nous le faisons déjà dans le cadre de la promotion des droits humains. Nous organisons des campagnes de sensibilisation sur les violences basées sur le genre et la thématique spécifique de la cyberviolence est au cœur de nos échanges avec les communautés. D'accord. Merci, Madame la commissaire, d'avoir posé ce cadre essentiel. Mais derrière les textes, il y a des femmes, des survivantes, des réalités concrètes.
Alors, Madame Aminata Adiko. Amina, ton micro est fermé. Ok, c'est bon. Oui, bonjour. Bonjour, ça va? Oui, ça va. En tant que spécialiste des violences basées sur le genre, comment vous analysez la montée de la cyberviolence envers les femmes et les filles au Mali? D'accord. Quelle est votre analyse de la montée de la cyberviolence envers les femmes et les filles? D'accord. Merci beaucoup, Kadi. Merci pour cette invitation, je dirais, et pour l'initiative de ce webinaire qui est organisé à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Je suis vraiment très heureuse de partager cet espace avec des personnes engagées pour la promotion de nos droits, je dirais. Je salue également mes co-panélistes et toutes les personnes qui nous suivent. À travers notre travail sur le terrain, notamment dans la lutte contre les violences basées sur les genres, nous constatons que chaque jour que les droits des femmes restent un combat quotidien, mais aussi une source d'espoir grâce à la résilience et à l'engagement des femmes elles-mêmes. Je serai donc très heureuse de partager quelques réflexions ici de cette expérience. La cyberviolence... Amina, pardon. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, activer ta caméra? Pour Maïmouna, c'était pas évident parce qu'elle est dans la voiture, mais je pense que toi, tu es sur place. Et moi, je ne peux pas parce que pour des raisons que je t'avais expliquées. D'accord. Voilà. Ok, allez. La cyberviolence, je dirais aujourd'hui, est une réalité très préoccupante pour beaucoup de femmes et de filles au Mali. Donc, nous constatons avec l'expansion des réseaux sociaux, l'espace numérique est devenu un lieu d'expression, de communication et d'opportunité pour plusieurs personnes, notamment les femmes et les filles. Mais malheureusement, il est aussi devenu un espace où certaines formes de violence se déplacent. Il y a des violences que nous subissons dans la vie de tous les jours qui aujourd'hui se déplacent aussi pour nous suivre sur les réseaux sociaux. Et ce que nous observons sur le terrain, notamment à travers les activités de sensibilisation menées par Solidaris 223, c'est que même les violences que les femmes subissent, comme je viens de dire, dans la société, se retrouvent également en ligne. Et notamment les insultes, les humiliations publiques, les menaces, les diffusions d'images privées, comme l'avait dit Mouna. Et très souvent, les femmes sont attaquées simplement parce qu'elles prennent la parole, parce qu'elles s'engagent ou parce qu'elles expriment leur opinion. Donc, cela montre que la cyberviolence n'est pas seulement une question de technologie. C'est aussi une manière pour certaines de tenter de réduire les femmes au silence dans l'espace public. Voilà. Merci Amina pour cette réponse. Voilà. Toi, tu es toujours avec les survivantes, les femmes et les filles qui victimes de que ce soit la violence en ligne ou la violence dans la vie réelle. Quels sont les impacts réels de la cyberviolence sur ces survivantes-là? Bon, les impacts ou les conséquences, je dirais, peuvent être très lourdes pour ces survivantes. Si nous prenons sur le plan psychologique, beaucoup de femmes vivent de l'anxiété, de la peur et parfois une perte de confiance en elles. Certaines finissent même par s'autocensurer parce qu'elles n'osent plus s'exprimer publiquement ou utiliser les réseaux sociaux. Et sur le plan social, dans notre contexte, la victime peut malheureusement être jugée ou être stigmatisée par son entourage, alors qu'elle est la première personne à avoir subi cette violence. Et si nous prenons le plan économique, ces situations peuvent pousser certaines femmes à abandonner les activités professionnelles. Parce que si nous prenons les cas des réseaux comme TikTok et autres, elles sont nombreuses ces femmes qui sont là juste pour je dirais pour des activités économiques. Donc, avec cette situation, elles peuvent abandonner leurs activités. D'autres aussi abandonnent leurs études ou leur engagement public. Dans nos actions avec Solidaris 223, nous constatons que ces violences peuvent freiner aussi la participation des femmes dans la société et limiter leur autonomie. D'accord.
Aminata, tu viens de nous parler des conséquences de cyberviolence à l'encontre des femmes. Penses-tu que les mécanismes juridiques et institutionnels actuels sont suffisants pour protéger les victimes de cyberviolence? Sinon, ou si oui, que faudrait-il renforcer? Bon, je dirais qu'il existe aujourd'hui des efforts et certains textes pour lutter contre la cybercriminalité. Cependant, dans la réalité, beaucoup de femmes ne savent pas toujours vers qui se tourner lorsqu'elles sont victimes de cyberviolence. Donc, il existe encore plusieurs défis, comme l'identification des auteurs, l'accès à la justice, la prise en charge des survivantes. Et à mon avis, plusieurs actions doivent être renforcées. Il faut beaucoup plus de sensibilisation sur les droits numériques et la formation des forces de sécurité et des magistrats sur les violences numériques et surtout la mise en place des mécanismes d'accompagnement accessibles à ces victimes. Donc, les organisations de terrain comme nous peuvent jouer un rôle important pour orienter et c'est ce que nous faisons aussi à travers les cadres de formation que nous recevons sur la cybersécurité ou la désinformation et autres. Nous essayons à notre niveau quand même de relayer les informations pour qu'il y ait encore moins de cyberviolence. D'accord. Merci pour ces éclairages humains, Madame Aminata Diko. Je vous signale à présent la présence de Monsieur Ramanou Biao, membre du conseil d'administration de ISOC Global, et de Monsieur Malik Maïga, DG du complexe numérique de Bamako et partenaire de l'activité. Merci, Monsieur, pour la présence. Alors, la cyberviolence se diffuse aussi à travers les discours, les médias et les plateformes. Notre troisième intervenant, chère Aminata Keïta. Aminata, vous êtes là? Oui, je suis là. Oui, je suis là. Vous évoluez au cœur des médias et du numérique. Comment les médias... Ah, super. Merci Aminata d'avoir activé en fait la caméra. On voit je vois bien quand même. Oui, c'est bon. Mais il y a... Ok, parfait. Voilà. Comment les médias peuvent-ils contribuer à briser le silence autour de la cyberviolence tout en évitant sa banalisation ou sa surmédiatisation? D'accord. Merci beaucoup pour la parole que vous donnez et merci pour cette thématique qui est quand même très importante, même si on a beaucoup qui banalisent. Comme tu l'as dit, le rôle des médias, c'est très important parce que les médias ont le rôle d'informer, de sensibiliser à travers les sujets qui sont traités et tout. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les médias aussi, c'est une ligne éditoriale. Les médias, ils vivent de quelque chose, c'est-à-dire les médias principalement, quand on prend les médias privés, ça vit de partenariat, ça vit de sponsoring, ça vit de couverture commerciale et ça vit également de publicité. Dans beaucoup de cas, ce qui se passe, c'est que les médias ne traitent pas énormément ces cas-là parce que ce n'est pas une actualité tous les jours que les gens voient. Et ensuite, quand ça arrive à être traité, c'est parce qu'il y a un grand buzz autour. En général, puisque le travail des médias, c'est par rapport à l'actualité. Donc, quand il y a une grosse actualité autour d'un cas comme ça peut être un sujet qui est traité au niveau des médias et tout. Mais qu'est-ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, c'est à des spécialistes que les médias font appel. Il y a des spécialistes auxquels les médias font appel. Et là, on a plutôt une analyse de la situation, même si c'est des spécialistes qui ont pu vivre des cas, mais le plus vivant, en fait, c'est d'aller vers vraiment les victimes. Sauf que le grand problème au Mali, c'est comment faire parler les victimes. Ça aussi, c'est un grand combat. Parce que les médias, c'est d'abord la source. Tu ne peux pas venir dire, il y a cyberviolence, il y a ci, il y a ça. Quelle est la source? On a des sources anonymes, bien sûr, mais si pour faire un excellent élément et pour faire également prendre conscience, informer et sensibiliser, il faut des voix, il faut des victimes qui expliquent exactement comment ça se passe. Maintenant, le rôle des médias, c'est expliquer aux gens un peu comment ça peut se manifester,
comment est-ce que les unes et les autres sont attaquées sur les réseaux sociaux, mais surtout démontrer la limite entre ce qui est cyberviolence et ce qui est un harcèlement au sens large du terme, parce qu'il y en a qui c'est du harcèlement pur et simple. Ça va jusque dans les extrêmes. Donc, le rôle des médias, c'est informer, c'est sensibiliser, mais le média travaille également avec des sources, c'est-à-dire la population qui doit pouvoir s'exprimer là-dessus. Parce que si on ne prend à chaque fois que des spécialistes, comme je l'ai dit, on reste dans l'analyse, alors qu'il faut vraiment la voix des victimes. C'est ça qui porte le plus et c'est ça qui permet aux unes et aux autres de se reconnaître dans ce qui sera dit par ces personnes-là, en fait. À travers cette intervention, j'ai compris que le rôle des médias, c'est informer, c'est sensibiliser. Alors, comment promouvoir une culture numérique responsable, notamment chez les jeunes utilisateurs des réseaux sociaux? Déjà, il faudrait faire comprendre aux jeunes que les réseaux sociaux, ce n'est pas un endroit où on vient harceler les gens. Il faudrait d'abord faire comprendre aux jeunes comment on utilise les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est un excellent outil où on peut apprendre, parce on apprend énormément de choses sur les réseaux sociaux. Donc, on peut apprendre, on peut se former, on peut créer de la richesse, parce qu'il y a énormément de gens qui vivent des réseaux sociaux aujourd'hui. Donc, ils ont leur gagne-pain dedans et tout ça. Mais il se trouve également que beaucoup de jeunes ont pris la mauvaise partie des réseaux sociaux, c'est-à-dire utiliser mal. Certes, il y a le côté divertissement, mais les gens s'acharnent les uns sur les autres sur les réseaux sociaux. Il faut juste qu'il y ait une information sur une personne qui passe pour que tout le monde se donne en avocat pour essayer de donner le droit de commenter la vie des uns et les autres. Tout le monde se donne le droit de juger les gens. Tout le monde se donne le droit de donner son opinion. Mais surtout, des fois, même quand on donne son opinion, ça doit être d'une façon bienveillante. Mais les gens sont dans le jugement. Les gens sont dans l'insulte. Les gens sont dans l'intimidation. Et les gens sont tellement poussés que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des cas où les gens qui sont énormément accros sur les réseaux sociaux, les cas de dépression, même si ce n'est pas forcément lié aux réseaux sociaux, ça peut amplifier la situation d'une personne. Imagine, tu es dans un état déjà pas mal. Et comme l'une des grandes sœurs avait donné un exemple des gens qui voient leur nudité sur les réseaux sociaux, ou en tout cas des images malveillantes sur les réseaux sociaux, la personne est déjà dans un état mal et s'ensuit les commentaires, les harcèlements, les gens qui ont des avis néfastes. Donc, ça va amplifier l'état de la personne, en fait. Ça va dégrader encore une fois l'état de la personne. Donc, moi, je pense qu'il faut une responsabilité collective. D'abord, moi, je dirais les parents. Les parents doivent contrôler les réseaux sur lesquels leurs enfants vont. À un certain âge, il y a les réseaux que les enfants ne doivent pas utiliser. Mais il y a aussi le fait de leur faire comprendre que qu'est-ce qui est bien sur les réseaux sociaux. Et aussi, le fait que les jeunes peuvent avoir des figures qui sont bien. Parce que la plupart du temps, malheureusement, quand on leur dit de venir apprendre des choses qui sont utiles pour leur vie, ils sont plus intéressés par le divertissement. Ils vont plus aller pour un buzz qui va impliquer la vie de quelqu'un. J'ai pas envie de citer un exemple ici, mais en tout cas, on sait au Mali quels sont les buzz qui prennent les réseaux sociaux, les trucs sur les artistes, etc. Ils sont énormément nombreux à aller vers ça, alors que c'est quelque chose qui ne leur apporte rien du tout. Les algorithmes vont continuer à faire évoluer les abonnés de ces artistes-là. Ils gagnent de l'argent, mais vous n'apprenez rien du tout. Alors que vous avez la possibilité d'apprendre, de vous éduquer, et même ceux qui veulent s'enrichir sur les réseaux sociaux. Donc, et les médias aussi ont cette responsabilité d'informer, de sensibiliser et d'éduquer. Et ça, c'est à travers des contenus intéressants, des contenus qui montrent comment bien les utiliser, quels sont les atouts qu'on peut en tirer et surtout les bonnes astuces pour bien utiliser les réseaux sociaux. Mais il y a aussi des techniques où on peut faire en sorte de limiter son temps sur les réseaux, qui est d'ailleurs une très bonne chose pour nos yeux, parce que faire trop d'écran, c'est pas bon pour les gens. Oui. Merci beaucoup pour ces éléments clarifiants. Aminata, vous êtes aussi une femme entrepreneur et je pense que vous êtes la mieux placée pour répondre à cette question. Les femmes entrepreneurs exposées en ligne sont-elles vulnérables à la cyberviolence? Comment peuvent-elles se protéger leurs activités? Comme vous l'avez dit, les femmes entrepreneurs, en tout cas les femmes entrepreneurs et même, je dirais, les femmes qui sont sur les réseaux sociaux, qui font leur commerce à travers les réseaux sociaux, sont très exposées à la cyberviolence. Parce que comme je le disais, par exemple, vous pouvez venir faire une publicité, parce que c'est indéniable aujourd'hui, les réseaux sociaux font partie des excellents outils où on peut faire du commerce.
Maintenant, la plupart du temps, qu'est-ce qui arrive? Les femmes entrepreneurs, quand elles vont mettre leurs produits ou autres, au lieu de s'intéresser aux produits, beaucoup de cas, c'est la personne elle-même qui intéresse les internautes. Donc, ça va être des commentaires du genre, donnez-moi votre numéro. Ça va être des commentaires du genre, vous êtes belle, vous allez être, donc il y a du, vous êtes, même le fait de dire qu'une personne est belle n'est pas mauvais en soi, mais c'est des trucs qui s'ensuivent. Donnez-moi votre numéro. Ah, vous pourrez être jolie dans tel truc, hein. On peut faire telle chose avec vous. Donc, des trucs très désobligeants comme ça, qui n'apportent aucune valeur ajoutée à son business et qui, en réalité, n'ont pas lieu d'être sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui se font harceler sur ces réseaux sociaux-là. On veut prendre votre numéro tout le temps, les appels, notamment sur Facebook, on va t'appeler tout le temps. Des gens qui vont essayer de t'appeler tout le temps, qui vont essayer d'entrer en contact avec toi. Des fois, c'est pour t'envoyer des photos, excusez-moi du terme, qui sont pas normales. Voilà, donc c'est essayer d'attirer ces femmes-là de n'importe quelle manière. Des fois, ça va jusqu'à diffuser des informations fausses sur ces personnes. Ça va jusqu'à utiliser leur identité pour essayer d'escroquer des gens, ou ça va utiliser leur identité. Surtout, il y a des hommes qui aiment beaucoup ça. Peut-être il y a quelqu'un qui est intéressé par cette dame. Quelqu'un va essayer d'utiliser son profil pour aller vers cette personne. Donc, il y a énormément de choses auxquelles les femmes entrepreneurs et les femmes qui sont sur les réseaux sociaux sont exposées. Mais malgré cela, cela ne doit pas être un frein à ce qu'on puisse utiliser. Moi, ce que je dirais, c'est qu'il y a des méthodes d'utiliser les réseaux sociaux où on peut se protéger. Par exemple, il y a des femmes, des femmes entrepreneurs, ce n'est pas elles-mêmes parfois qui gèrent leur propre page ou les réseaux de leurs entreprises. Il y a des community managers qui sont là pour ça. Donc, ce sont des personnes qui sont formées pour filtrer les commentaires désobligeants. Ce sont des gens qui sont formés pour un peu gérer les paramètres de confidentialité et enlever tout ce qui est commentaires désobligeants, toutes les personnes qui disent des choses qui ne sont pas vraiment objectives, qui ne vont pas dans le cadre du business. Et donc, il y a aussi le fait que, enfin, ce sont des choses qui sont programmées aujourd'hui avec l'avènement de l'intelligence artificielle. Il y a une programmation qui fait qu'il y a des chatbots qui répondent aux gens. Après, quand on voit que c'est une commande beaucoup plus poussée, on peut répondre. Donc, tout ça, ce sont des facteurs qui peuvent aider ces femmes-là à ne pas être elles-mêmes exposées directement, parce que puisqu'il y a un community manager, c'est un professionnel qui est formé pour les réseaux sociaux et il sait un peu comment ça fonctionne. Voilà. Donc, maintenant, pour celles qui n'ont pas la possibilité de faire ça, moi, je dirais qu'elles ont la possibilité de se rapprocher des informaticiens et autres qui peuvent leur montrer comment on peut filtrer les commentaires qui sont désobligeants, comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'être axé sur le public cible qui vient vers vos produits, vous faites votre vente, votre achat. Les autres, là, faut vraiment pas s'en préoccuper. Et puis, on a la possibilité de créer une page professionnelle où on a les clients qui viennent. Enfin, ce sont des choses qui peuvent vous permettre de faire votre business, même si, enfin, les cyberharcèlements, ça va toujours exister, mais vous faites des mécanismes autour de vous qui vous protègent et qui vous permettent de maintenir votre activité sans être sans que ce soit trop oppressant et trop contraignant pour vous. D'accord. Merci beaucoup, Aminata, pour ce témoignage et pour ces éléments de réponse. Merci beaucoup. Et cette question de visibilité nous amène à une qui vit cette exposition au quotidien. Aminata Haidara, H. Le micro est fermé. Je suis là. D'accord, super. Alors, cher H, Oui. j'espère que tout va bien. Ça va, alhamdoulilah. Et vous? Ça va, alhamdoulilah aussi, super. Bon. Tu es une figure médiatique très suivie sur les réseaux sociaux. L'exposition publique peut parfois exposer davantage aux attaques numériques. Comment vivez-vous cette réalité et comment les femmes peuvent-elles s'affirmer en ligne sans se laisser intimider? Alors, merci beaucoup pour cette question. J'avais une petite analyse avant même d'arriver à cette question qui va rejoindre ma collègue Aminata Keita. Moi, je pense que ces derniers temps, pour avoir grandi, je vais venir à ta question, hein, si tu permets, pour avoir grandi un peu. H, est-ce que c'est possible, pardon, H, est-ce que c'est possible d'activer ta caméra? Malheureusement, non, je suis au bureau. Là, tout de suite, non, mais peut-être dans 10 minutes. C'est bon? D'accord. D'accord. Donc, j'expliquais que pour avoir grandi dans le milieu médiatique, j'ai quand même remarqué une certaine évolution qui n'est pas à l'avantage des femmes au niveau des médias.
Les médias ont normalement de base ce rôle d'informer, de sensibiliser et surtout même de protéger les populations. Mais plus les années passent, plus on a l'impression que les médias ont complètement changé, les objectifs ont changé, les perspectives ont changé. Ce n'est plus, moi je ressens moins cette responsabilité au niveau des médias. On est plus focus sur faire du gain et quels que soient les moyens. Aujourd'hui, je vois des victimes de cyberviolence qu'on utilise, que les médias utilisent pour avoir plus de notoriété, plus de visibilité, faire plus d'argent. On appelle ça du buzz, mais c'est une atteinte à la dignité de ces victimes-là. Je pense pas que ce soit ça le rôle des médias dans une société qui cherche à évoluer, à faire respecter les droits des femmes, des humains même en général. On est face à tellement d'exactions qu'on n'a tellement pas besoin de médias qui oublient complètement ce rôle de responsabilité. Et il y a ça. Il y a aussi la responsabilité individuelle des utilisateurs des réseaux sociaux, même en général, au-delà des médias. Je pense que chacun est un peu responsable de ses actes sur les réseaux. Les réseaux sont là, on vient, on part, mais les réseaux vont rester. Maintenant, comment nous choisissons de manière responsable d'utiliser ces réseaux sociaux-là, c'est ce qui fait toute la différence. Moi, je suis sur les réseaux, ça fait près d'une dizaine d'années. Et je prête attention aux choses que je publie, ce à quoi je m'associe et tout. Ça, c'est ma responsabilité individuelle et elle incombe à chaque utilisateur sur les réseaux. Maintenant, en tant qu'animatrice télé ou en tant que femme des médias exposés et tout, moi, je pense qu'il y a deux choses. Il y a premièrement, je pense qu'il faut être solide. Pour être exposé sur les réseaux, premièrement, il faut être solide. Il faut travailler son mental, euh, connaître qui on est, savoir déjà qui on est et comment imposer le respect par rapport. Parce qu'en fait, c'est comme dans la vie de tous les jours. Je pense que même en entreprise, au boulot, dans la vie sociale, un peu partout, on a ce devoir de traiter un peu la relation qu'on a avec les gens. On donne un peu le ton de comment on est censé nous traiter. Ça, il faut le garder même au niveau du virtuel. C'est qu'il y a des choses qu'il ne faut pas permettre. Ça, c'est d'abord ta responsabilité individuelle. Et ensuite, s'il y a des exactions, ne pas hésiter à recadrer ou ne pas hésiter à faire recours aux moyens nécessaires pour remettre la personne à sa place. C'est tout simplement ça. Ça, c'est le deuxième niveau. Et aussi, c'est quels sont les contenus que nous essayons de promouvoir. On parle de cyberviolence, on parle de lutter contre la cyberviolence, mais nous tous ici, chacun individuellement, qu'est-ce que nous faisons pour promouvoir le respect de la dignité des utilisateurs? Parce que par moment, nous sommes aussi ceux qui alimentent les certains actes de cyberviolence, la diffusion des contenus intimes non consentis, le chantage numérique, les insultes sexistes, les débats misogynes, tu vois, les campagnes de diffamation ou de dénigrement. Beaucoup de gens participent. Oui, je donne mon avis, mais tu parles de la vie de quelqu'un. Tu parles de quelque chose, tu touches à une sensibilité à une autre personne. Il faut qu'on ait ce respect-là vis-à-vis les uns des autres et qu'on se sente tous responsables de nous conduire correctement sur les réseaux. Parce que derrière chaque compte, il y a quelqu'un. Il y a toi, il y a moi, il y a quelqu'un d'autre. Donc, moi, je pense que c'est à ce deux niveaux qu'on doit travailler. La responsabilité des médias, que les médias revoient vraiment leur rôle. Parce que les médias, je le dis, parce que je suis consciente de ce dont je parle, les médias sont de puissants moteurs de changement, mais aussi de puissants leviers de destruction massive, parce que c'est clair. Ça dépend de comment on l'utilise. Aujourd'hui, je pense qu'il faut une certaine responsabilité même pour attribuer à quelqu'un le droit d'avoir un média, de pouvoir diffuser des informations, parce que chaque information diffusée a un impact sur une durée indéterminée. Donc ça, c'est mon avis. D'accord. Être sur les réseaux, il faut être solide, travailler son mental, se connaître, savoir imposer le respect. Alors, comment une femme publique peut-elle gérer les attaques, les critiques ou le harcèlement en ligne? Alors, pour parler de moi, est-ce qu'il s'agit de moi ou de mon avis? Excuse-moi, est-ce que tu peux juste reprendre la question? Vous pouvez fermer le bureau, s'il vous plaît? Oulma, excusez-moi. Je Merci. disais, oui, Oui. tantôt tu avais dit qu'être sur les réseaux sociaux, il faut être solide, travailler son mental, se Mhm. connaître,
avoir imposé le respect, n'est-ce pas? Mais Mhm. maintenant, comment une femme publique peut-elle gérer les attaques, les critiques ou le harcèlement en ligne? Alors, à 2 niveaux, comme je l'ai dit encore une fois, il y a, cette, distance aussi à avoir avec les réseaux. Pourquoi? Ça, c'est je parle de comment gérer ses propres émotions. Vous savez, nous les femmes, nous sommes des créatures émotionnelles. Donc il faut le reconnaître et en prendre soin. Moi, pour ma part, j'essaye d'avoir une distance, c'est-à-dire j'essaye d'avoir une certaine distance avec ce qui se passe sur le virtuel. C'est-à-dire, il y a une limite. Le virtuel ne définit pas qui je suis. C'est-à-dire, mon monde, ce n'est pas que le virtuel. J'ai une manière de gérer les réseaux. Ça, c'est moi au niveau des réseaux sociaux et il y a moi. Pourquoi je parle de travailler sur soi? Parce que ce qui se passe, c'est que le cyberattaque, le harcèlement, les commentaires désobligeants, les actes d'intrusion dans ta vie, poser des questions sur ta vie privée, etc. et tout. En fait, toutes ces choses-là contribuent à saboter à saper quelque part le moral de la personne en question. Donc, il faut mettre une certaine distance entre les réseaux et qui tu es, prendre le temps de travailler sur toi. C'est-à-dire que aucune attaque ne joue, en fait, n'ait un impact sur ta perception de toi-même, ta personne. On n'en parle pas assez, mais je pense que le mental est très, très important. Parce que quelqu'un peut être sensible, on n'a pas les mêmes sensibilités. Quelqu'un peut être facilement touché par un commentaire, quelqu'un d'autre non. Donc, il faut reconnaître ses propres sensibilités et travailler là-dessus. Maintenant, comment gérer le harcèlement? Alors, je ne suis pas spécialiste de ce domaine-là, mais du peu de ce que je sais en termes de personnellement, moi, ce que je fais, je ne m'en occupe pas. Et s'il y a besoin, s'il y a besoin de faire recours à des moyens pour m'en occuper, je le ferai. S'il faut faire recours à la justice pour s'occuper de ça, je le ferai. Mais à ce jour, pour être honnête, je n'ai pas encore subi de harcèlement sur les réseaux sociaux. Je n'ai jamais subi d'attaques vraiment intrusives ou non. Franchement, je ne pourrais pas donner de. Mais si je peux donner un conseil, si des gens se comportent mal avec vous, en tout cas, c'est condamnable. Poursuivez-les en justice, tout simplement. N'essayez pas de vous faire justice tout seul. Et il y a une justice qui est là. Je pense que Maïmouna est bien placée pour donner des directives par rapport à ça. N'hésitez pas à vous faire respecter. Mais pour l'heure, en tout cas, moi, je n'ai pas subi d'attaque frontale. D'accord, merci pour cette réponse. Euh, D'après quel message tu adresserais aux jeunes filles qui souhaitent s'exprimer en ligne mais qui craignent les attaques? Qui souhaitent s'exprimer en ligne mais craignent les attaques. Oui. Faut pas craindre les attaques. Faut absolument pas craindre les attaques. Faut s'affirmer. Vous savez, il y a un truc que je dis souvent. euh, Déjà, être une femme dans ce monde de fous, je pense qu'il faut avoir un mental solide. Il faut l'avoir à tous les niveaux. Pendant longtemps, tous les moyens ont été utilisés pour réduire la femme au silence. Et avec tout ce qui a été fait, c'est pas le moment de se réduire soi-même au silence en s'auto-censurant. Oui, je crains qu'on dise ci ou ça. Non. En fait, les femmes doivent prendre la parole. Elles ont tellement de choses à dire. Elles, en fait, elles ont le droit de s'exprimer. Il faut pas s'auto-censurer parce que X ou Y pense qu'il a le droit de critiquer ou de dire quoi que ce soit sur ce que tu penses. Ça, moi, je pense que ça, c'est dommage parce que avant même d'avoir subi, il ne faut pas s'auto-censurer. C'est ça, c'est vraiment ça, le danger même, en fait. Parce que moi, j'aurais pu, pour donner exemple à mes sœurs, j'aurais pu dire, ah non, je veux pas m'exposer parce que les femmes sont attaquées. Si j'avais fait ça, je ne serais pas aujourd'hui sur les réseaux. Ah non, je veux pas être une femme journaliste ou je veux pas être une femme animatrice, je veux pas parler de trucs parce que voilà, ou je veux pas donner mon avis parce que tel ou tel va penser ça. Et ça n'a même rien à voir avec les réseaux, même dans la vie de tous les jours. Beaucoup de femmes s'autocensurent. J'ai juste envie de dire qu'il faut qu'elles prennent conscience de leur plein potentiel, de leur plein pouvoir, de ne jamais s'autocensurer, que ce soit pour X ou Y. Non. Euh, Quelque chose, tu dois le faire, you have to do it, tu le fais. Il faut qu'on travaille notre confiance en nous, qu'on soit conscient du potentiel qu'on a, de tout ce qu'on a à apporter à cette société, parce que c'est vraiment grâce à notre pleine participation qu'on pourra créer des sociétés plus équitables, plus justes, en fait. Donc, il faut pas rester en marge. Et c'est surtout pas le moment. Le plus gros du travail a été fait avant nous. Nous, on doit continuer, mais pas se limiter. C'est absolument pas le moment.
D'accord. H, merci pour ce témoignage inspirant. Je t'en prie. Euh, Au-delà de l'expérience, quelles solutions techniques existent pour sécuriser l'espace numérique? Pour faire face à cette problématique, je vais m'adresser à Madame Fanta Kumba Karambe, Mhm. directrice du service de certification. Fanta Kumba, vous êtes là? Je suis là. Vous m'entendez? Oui, super. Vous allez bien? Ça va bien. Alhamdulillah. Comment est-ce que les mécanismes comme la certification électronique peuvent-ils contribuer à rendre l'espace numérique plus sûr pour toutes et pour tous? D'accord. Déjà, je tiens à remercier Aïk et toi également pour l'organisation de cette activité. Et j'espère qu'il y en aura encore et encore. Et je dis bonjour à toutes ces panélistes parce que c'est des femmes d'ambition, c'est des femmes qui sont des modèles dans leurs différents domaines et elles sont des modèles pour plusieurs. Donc, ça me fait plaisir de me retrouver parmi toutes ces panélistes-là. Alors, certification et signature électronique. Je vais essayer d'expliquer un peu plus facilement parce qu'avec les termes techniques, ce sera un peu compliqué. Le défi dans mon domaine, c'est toujours essayer de faire comprendre aux gens de façon terre à terre comment ça fonctionne. Alors, la question, c'était comment la certification électronique peut contribuer à rendre l'espace numérique plus sûr. Il faut savoir que quand on parle déjà des outils tels que la certification et la signature électronique, on parle de confiance numérique. Donc, nous, notre slogan, c'est le numérique en toute confiance. Et peut-être pour ceux qui ne sont pas du domaine, imaginez que la certification, c'est comme une pièce d'identité officielle qui vous permet de naviguer sur Internet dans le monde digital. Donc, elle permet de prouver trois choses essentielles, c'est-à-dire l'authentification, faire en sorte que de savoir à qui vous parlez. Est-ce que la personne avec qui vous parlez, est-ce que la personne avec qui vous échangez est vraiment celle qu'elle prétend être? D'accord? Est-ce que c'est pas quelqu'un d'autre qui est en train d'usurper son identité? Et elle permet également lors de transfert ou de données et tout de savoir que le message n'a pas été touché en fait. On parle d'intégrité en fait, de savoir que le message n'a pas été modifié en fait. Dès que vous modifiez quelque chose, par exemple, imaginez vous signez un contrat et il y a quelqu'un qui s'amuse à modifier quelques conditions et tout, automatiquement c'est signalé. Donc on parle d'intégrité. On a aussi la valeur légale, ça a la même valeur légale que la signature manuscrite. Et vous pouvez avoir confiance parce que imaginez, vous signez un contrat à partir de votre téléphone et tout, et la personne qui a signé ne peut pas dire, ne peut pas prétendre qu'elle n'a pas signé, en fait. Donc, en termes techniques, on a l'intégrité, on a l'authentification, on a la non-répudiation, on a la sécurité des transactions. Donc, vous pouvez être sûr que votre transaction ou ce que vous êtes en train de faire, c'est vraiment sûr et il faut avoir confiance. Voilà. Ah, d'accord. Merci pour cette explication. D'accord. OK. Quels sont les outils et bonnes pratiques que les usagers peuvent adopter pour renforcer leur sécurité numérique face à la cyberviolence? C'est intéressant de les poser parce que beaucoup de personnes entrent dans l'espace numérique sans pour autant se sécuriser en fait. On a le téléphone, on a l'ordinateur, mais on navigue comme ça sans protection et ce n'est pas bon. D'abord, en termes d'outils, en fait, on va commencer par les bases, les mots de passe. S'il vous plaît, les mots de passe, il faut que ce soit des mots de passe forts. N'essayez même pas de mettre votre date de naissance parce que tout le monde va essayer de mettre votre date de naissance pour essayer de débrouiller votre téléphone. Il faut des mots de passe assez complexes et l'authentification à double facteur. C'est quoi l'authentification à double facteur? Peut-être pour les gens qui ont Google, par exemple, c'est quand non seulement vous mettez votre mot de passe et on vous envoie un message sur votre téléphone pour vous demander, par exemple, est-ce que c'est vraiment vous, en fait. Donc, il faut chercher des mots de passe complexes. Et si vous n'êtes pas peut-être spécialiste des mots de passe complexes, il y a Google ou d'autres outils qui vous permettent de vous aider à mettre des mots de passe sur vos téléphones en chiffres, en lettres, avec des caractères spécifiques. Pourquoi? Parce que c'est des mots de passe qui seront difficiles à décrypter. Aussi, on est beaucoup sur les réseaux sociaux. La première des choses quand on arrive sur un réseau social, peu importe lequel, Facebook, WhatsApp, etc., on fait attention à sa paramètre de confidentialité. Qu'est-ce que les informations que les autres peuvent voir? Est-ce qu'ils peuvent voir mon nom? Est-ce qu'ils peuvent voir ma date de naissance? Est-ce qu'ils peuvent voir mon numéro de téléphone? D'accord? Et aussi, en termes de paramètres de confidentialité, moi, je m'amuse un peu à dire par rapport au statut WhatsApp également. Il faut savoir quel est le statut que vous envoyez qui est pour tout le monde ou quel est le statut que vous ne pas partagez avec ou bien ne partagez qu'avec. Il faut faire attention. Moi, je les classe, hein. Quand vous voyez mes statuts, quand c'est à tout le monde, il y a des statuts qui sont destinés à tout le monde et des statuts qui sont destinés uniquement à mes proches. Parce que en termes de vie privée, il faut savoir protéger sa vie privée.
Et aussi, les antivirus et les pare-feux, il faut les activer. Il faut vraiment le faire. Il y a certains qui ont des ordinateurs et tout, qui négligent ces aspects et ce n'est pas bon. Et ce n'est vraiment pas bon. Aussi, on installe beaucoup d'applications. Et nous, en tant que parents, même nos enfants installent beaucoup d'applications. Il faut faire attention. Par exemple, les applications de jeux qui demandent à avoir accès à vos appels, à vos messages. Mais c'est pourquoi? C'est juste une application de jeu. Tu peux pas me demander l'accès à mes appels et à mes messages. C'est que d'une part, tu es en train de tirer mes données. Donc, chaque application que vous installez, vérifiez les autorisations que vous accordez à ces applications. C'est important. Et aussi, il faut signaler, en fait. Il faut signaler. Par exemple, quand vous êtes victime, il y a quelque chose qui vous plaît pas, il faut signaler. Il y a des possibilités de signaler sur les réseaux sociaux, un contact ou bien un compte et tout, ou bien si vous pensez que c'est de l'harcèlement, de la cyberviolence, etc. Vous justifiez et généralement, vous avez des réponses. Par rapport aux bonnes pratiques, comme j'ai dit, on a déjà parlé des mots de passe. Il faut limiter ce que vous envoyez. Et aussi, récemment, j'ai suivi un documentaire où ce sont des personnes célèbres qui se sont faites voler. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, quand elles voyagent, elles mettent sur les réseaux sociaux, non, je pars telle date, je reviens telle date. Et à tel point, on sait qu'il y a personne à la maison et on va les cambrioler. Est-ce que vous comprenez? Bon, je dis pas que je suis un exemple. Généralement, c'est à mon retour de voyage que je publie mes photos. Et aussi, il faut vraiment mettre les paramètres de confidentialité, mettre à jour déjà les applications. Parce que ce que les gens ne savent pas, quand l'ordinateur ou bien le téléphone vous dit de mettre à jour, c'est parce que quelque part, on a détecté une faille de sécurité. Et si vous ne le faites pas, vous causez des problèmes et n'importe qui peut avoir accès en voulant hacker vos informations. Aussi, il faut bloquer et signaler les comportements abusifs. Vous n'êtes pas obligé de suivre des comptes que vous n'aimez pas. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec des posts que vous voyez. Si ça tient à de l'harcèlement, à la cyberviolence, ou bien si vous pensez que vous avez un ami dont son compte a été piraté, vous pouvez signaler cela. Maïmouna l'a dit, hein, elle a été victime de cyber harcèlement et tout, avec des gens qui ont usurpé son profil et tout, à des fins de chantage, comment on appelle ça, chantage émotif ou bien quoi. C'est difficile, en fait. C'est difficile, en fait. Il faut faire attention à ça. Il faut signaler. Si c'est un proche, c'est quelqu'un que vous connaissez, aidez-le à signaler ce profil-là pour que nous tous, nous puissions être en sécurité. Parce que d'un autre part, cette personne est notre amie et si quelque chose la touche, ça nous touche également. Et il faut garder les preuves, en fait, si vous êtes victime de cyberviolence. Heureusement, comme on a dit, on a le procureur Adama Coulibaly contre la cybercriminalité qui est là. Et maintenant, il y a beaucoup de choses qui ne se font plus. Tout le monde maintenant sait qu'il y a un gardien au niveau des réseaux, même s'il ne peut pas tout gérer, mais quand même, il fait attention à prendre quelques cas. Et aussi, par rapport à ce que iSoc fait, iSoc peut même le faire, éduquer à la sécurité numérique. Il y a même des cours en ligne qui permettent à des citoyens lambda de savoir se protéger sur le net. Et comme on a dit, l'utilisateur final est le maillon le plus faible. Et on peut hacker toute une société à partir d'un simple utilisateur, en fait. Donc, leur donner le bon comportement et tout, comment ils peuvent se comporter face à cette sécurité numérique. Et aussi, il y a un autre terme qu'on peut dire, l'hygiène numérique. Par exemple, quand vous recevez un message où on dit « Vous avez gagné, cliquez sur ce lien » ou bien « Ah, il y a ta photo qui est apparue là-bas, clique sur ce lien » ou bien « Non, clique sur ce lien si tu veux voir tel… » Non, s'il vous plaît, ne le faites pas. Vous n'avez pas joué à quelque chose. Vous n'avez… À quoi vous attendez en cliquant sur le lien? Et peut-être en cliquant sur le lien, ils vont vous demander vos informations personnelles et à partir de vous, vous devenez en fait, comment dire ça? C'est-à-dire, en termes de sécurité numérique, on est le garant de nos contacts. Parce que dans notre téléphone, dans notre répertoire, on a plusieurs personnes qu'on peut mettre en danger. Donc, il faut faire attention parce que ces personnes peuvent utiliser vos mots de passe et voilà, ils entrent partout. Hein. Et généralement, il y a des gens qui ont le même mot de passe sur toutes les applications. De même mot de passe. Donc, je pense que, voilà. Il y en a beaucoup, mais je ne sais pas si tu veux que je m'arrête. D'accord. Merci, Fanta, pour ces astuces. Moi, après, tout de suite après le webinaire, je vais activer la double authentification de mon compte Google. Voilà. Je pense que tu as déjà touché à cette question. Tu parlais des cours en ligne que ISOC a l'habitude de faire pour la sécurisation de nos comptes et de nos réseaux. Voilà.
quelles autres mesures peuvent être prises pour que les mesures de sécurité numérique ne restent pas l'apanage des experts, mais deviennent accessibles à tous? D'accord. Mais comme je l'ai dit, hein, moi, je le dis, c'est ça, en fait. Il faut vraiment sensibiliser, hein. Il faut sensibiliser dans les écoles, il faut sensibiliser partout parce que il suffit même pas d'aller à l'école. Même le citoyen lambda a besoin d'être sensibilisé sur sur Internet, en fait. Et puis, utiliser les langues locales parce que les gens ne comprennent pas forcément français. Il faut parler dans leur langue et leur expliquer c'est bien ces outils, mais voici les avantages et les inconvénients. Et je crois qu'il y a un projet auquel j'ai participé où les femmes ne voulaient pas participer aux activités devant tous les réseaux sociaux parce qu'ils ont pensé que les réseaux sociaux, c'était seulement un côté négatif. Or, dans tout, il y a le côté positif, il y a le côté négatif. Et voilà. Moi, j'encourage ISOC même à faire des campagnes nationales de prévention sur les dangers d'Internet et aussi au niveau de partenariat, faire une collaboration avec l'État et tout, les ONG et tout, comme vous faites, comme cette initiative sur laquelle nous sommes toutes. Et aussi, voilà, inclure les besoins spécifiques des femmes dans les politiques de cybersécurité. Voilà, parce que les gens ont des besoins, y compris les femmes, les minorités, inclure leurs spécificités. Et encore une fois, moi, je me dis, sensibiliser sans pour autant parler dans les langues locales, ça sert à rien. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Pansa, pour ces solutions concrètes. Maintenant, comment transformer toutes ces réflexions en actions collectives? Avant de m'adresser à notre Tata international, Tata Kumba, je profite de l'occasion pour remercier toutes les personnes ici présentes qui nous suivent depuis le Mali, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Togo, la France. Merci à tous. Alors, Tata Kumba, Bonjour, Karija. bonjour, vous allez Et bien? bonjour à tout le monde, tous et toutes celles qui nous suivent. Super. Vous allez bien? Je vais très bien. Je vais très bien. J'ai Ah, beaucoup appris ce matin. super. Alors, Tata Kumba, vous travaillez depuis des années sur la participation citoyenne, la gouvernance et les droits des femmes. La cyberviolence semble aujourd'hui réduire la voix des femmes dans l'espace public numérique. Comment reliez-vous cette problématique aux enjeux démocratiques et quelles transformations structurelles devons-nous en agir? Je Ok. n'aurai pas Non, c'est bon. Donc, la question, c'est par rapport à la cybercriminalité et comment ça peut impacter l'espace démocratique et quelles peuvent être les solutions. Oui. Oui, je pense que beaucoup de choses ont été dites et merci infiniment à toutes nos excellentes panélistes qui, chacune dans son domaine, nous ont vraiment informés et faire l'éveil de conscience sur cette problématique-là. Mais déjà, moi, je voudrais quand même un peu euh, mettre un accent particulier sur le problème parce que c'est important de définir. Quand on se tutoie, Karidja, quand tu introduisais, ça m'a un peu tiqué parce que tu as dit aujourd'hui, il y a l'espace public, mais il y a aussi le numérique. Les téléphones aujourd'hui et le numérique sont aussi l'espace public. Il faut qu'on comprenne ça comme ça. Comme on ne se met pas en danger, comme Kumba Karambe vient de le dire et toutes les autres, comme on ne se met pas en danger dans la vie de tous les jours, on se protège, on essaye de mettre les garde-fous. Je pense que c'est important que nous soyons aussi sensibilisés, informés, éduqués, qu'on puisse aussi aujourd'hui se protéger quand on sort pour aller sur Internet, quand on décide d'ouvrir son téléphone parce qu'on s'expose. Donc, on ne va pas dans une voiture et aller sur l'autoroute sans le permis de conduire, sans connaître le code de la route. Aujourd'hui aussi, on ne doit pas se lever, aller sur l'autoroute numérique, qui est le web, qui est l'Internet, sans pour autant avoir les outils, la compétence et la formation qu'il faut. Par rapport à la cyberviolence, c'est une violence qui est faite à un individu, en général des femmes, parce que toutes les statistiques nous le démontrent, sur l'espace public numérique. Donc, quand on dit cyberviolence, ce n'est pas un mot sorcier, c'est une violence qui est faite à l'aide d'un outil numérique sur un espace numérique. Donc, ça a été dit, ça a réduit beaucoup de femmes au silence, les victimes, les survivantes, et surtout,
comme ça se fait sur un espace public, les autres qui voient aussi sont intimidés. Donc, il y a H qui a parlé de l'autocensure, mais pour la cyberviolence, ça n'affecte pas que la simple victime. Toutes les personnes qui voient ça, qui ont entendu, commencent aussi à avoir peur et s'autocensurent. Et quand on parle de démocratie, on parle de participation citoyenne, on parle d'élever la voix, on parle de contribuer, de participer. Mais quand on a peur, quand on se réduit au silence, donc c'est une voix qui est tuée, c'est une voix qui s'éteint. Et quand les voix s'éteignent, il ne peut pas avoir de démocratie. Et surtout dans ce cas, parce qu'on a vu toutes les statistiques avec Plan International, avec ONU Femmes, avec l'UNICEF, tout le monde parle d'au moins entre une femme sur 3 jusqu'à 54% des victimes de cyberharcèlement qui seront des femmes. Et les femmes qui ont témoigné, il y a eu des statistiques, des études dans des pays, je pense qu'il y a une étude que l'UNICEF a faite dans 34 pays, et dont le Mali faisait partie, et une personne sur 3 a témoigné de jeunes de 16 à 19 ans, je crois, si je revise bien mes notes. UNICEF, oui, donc de 13 à 24 ans. Et une personne sur 3 jeunes, 13 à 24 ans, a témoigné dans 30 pays, dont le Mali, qui a été victime de cyberviolence, de cyberbullying. Donc, quand tu es violenté, ton histoire, tu la racontes à tes amis. C'est celles qui sont sur les réseaux sociaux, sur les plateformes digitales, voient ça. Donc, elles commencent aussi à avoir peur. Donc, quand il n'y a pas de dialogue, quand il n'y a pas de participation, quand on est réduit au silence, la démocratie ne marche pas. Donc, qu'est-ce qui peut être fait? Je pense que beaucoup de solutions ont été proposées avec nos différents panélistes. On a parlé de la prévention, à travers la sensibilisation. Tout le monde a parlé de ça. À travers l'éducation. Savoir où on va, quels sont les codes qu'il faut déjà avoir depuis le début, connaître les dangers, assess donc, et faire l'évaluation des risques. Mais moi, je parlerai de plaidoyer aussi. Parce que merci infiniment à vous pour cette opportunité, Internet Society, parce que je pense que vous êtes en train de faire votre part par rapport à la sensibilisation, par rapport à l'éducation, par rapport à l'information. Mais toutes les femmes leaders qui sont là, les jeunes femmes, filles leaders qui sont là, qu'est-ce qu'on fait maintenant de cette information? Donc, il faudrait que nous utilisions aussi cette information qui vient de nous être donnée pour faire des plaidoyers, pour approcher les politiques, pour approcher les institutions, qu'on puisse avoir maintenant des cadres renforcés. On sait qu'au Mali, Dieu merci, on vient de mentionner le procureur Koulibaly. On sait qu'il y a aussi l'Agence pour la protection des données, des données personnelles. Donc, on a ça, on a une loi qui protège Maïmouna en a mentionné. Donc, mais on peut toujours voir les failles et puis faire des plaidoyers au niveau des politiques pour renforcer. On peut aussi faire des plaidoyers pour que les plateformes digitales sur lesquelles nous sommes, que nos pays aussi essayent de voir. Parce que dans certains pays du monde, même démocratiques, qui se disent démocratiques, il y a beaucoup de protections. On ne peut pas utiliser Facebook comme on le veut. On ne peut pas utiliser Instagram. Des pays où aujourd'hui, il y a beaucoup de propositions de loi qui sont sur la table, notamment, on a vu le cas avec l'Australie, qui demande maintenant à tout ce que toutes ces plateformes-là soient quand même très restreinte jusqu'à ce que les enfants aient 16 ans ou moins, si je ne me trompe pas, dans certains cas, c'est 18 ans, pour pouvoir aller sur Instagram. Donc, on ne dit même pas, va sur la version jeune. Non, 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 c'est complètement interdit. Donc, il faudrait que nous aussi, en tant qu'actrices, en tant que citoyennes engagées, que nous puissions mener des plaidoyers. Il faut aussi qu'une fois qu'on a ces lois-là, que ces lois-là soient mises en œuvre. Donc, en termes de poursuite, en termes de protection des personnes. Et quand il y a, malheureusement, parce que certaines personnes vont en être victimes, donc qu'est-ce qu'on a pour protéger ces victimes, pour les mettre dans leurs droits par rapport à la justice? Est-ce que le corps judiciaire, donc les juges, les magistrats, les avocats, les policiers, donc tout le monde doit être informé par rapport au crime, doit comprendre et maîtriser aussi l'arsenal juridique. Donc, en cas de plainte, parce qu'on voit même dans les violences faites aux femmes et aux filles d'une manière générale, quand tu vas pour aider de l'aide, demander de l'aide. Donc, au lieu que, comme je pense que H l'a mentionné, au lieu, avec les médias, au lieu qu'on t'aide, qu'on te soutienne, qu'on te protège, le do not harm, on va ajouter encore à la violence. Donc, c'est important de former aussi les acteurs. On peut aussi parler de la société civile, la participation de tout le monde, comme on est en train de faire.
Donc, quand on voit une cyberviolence, quand on pense qu'il y a abus, qu'est-ce que nous-mêmes on fait? Est-ce qu'on contribue à perpétuer, à partager, à ajouter à la peine de la victime, ou on commence à bloquer et à signaler? Donc, tous ces petits gestes utiles, il faudrait que nous, société civile, que nous puissions aussi participer pour informer comme vous êtes en train de le faire. Et quand on voit qu'on dénonce, qu'on bloque, parce que des fois, si, dans le cas de Maïmouna, si elle n'a plus accès à son compte, parce qu'il y a eu une usurpation d'identité, qu'est-ce que nous, en tant que ses amis, nous avons fait, comme Fatoumba Karam a dit, donc nous aussi, on peut signaler. Nous aussi, on peut signaler et mettre, soulever les drapeaux rouges, faire dire attention, il doit avoir appui ici et reporter aux différentes plateformes Meta ou bien si c'est sur YouTube ou tout. Donc, quand il y a eu des signalements pour que le mal ne soit pas perpétué. Et la synergie d'action. Donc, il faudrait aussi que tous ces acteurs-là doivent travailler ensemble. Parce que si la cyberviolence se passe sur un espace numérique, la solution va être sur le numérique et en dehors du numérique. Donc, tous les acteurs doivent aussi travailler ensemble pour qu'il y ait gain de cause. Et la réparation. Parce que quand ton identité est usurpée, quand tu es victime de cyberviolence, ben, le cas extrême qu'on a vu cette année, Maïmouna Cissé quelque part, c'est cyberviolence. Parce que c'est son exposition personnelle sur les réseaux sociaux qui a fait que les photos qui étaient sur son téléphone, les preuves qui ont pu être retrouvées sur son téléphone. Donc, je comprends certaines de nos panélistes qui disent, on veut pas être. Donc, c'est un peu, comme on dit, funny. Parce qu'on est en train de parler d'un problème, mais nous-mêmes, on fait un atelier, un webinaire sur la cyberviolence, mais certains d'entre nous ne sont pas à l'aise pour se montrer sur le digital. Parce qu'il peut avoir des répercussions. Donc, c'est l'illustration typique pour dire personne n'est à l'abri. Et ça peut être, même la violence peut être extrême jusqu'à la mort. Que Dieu nous en garde. Et nul n'est à l'abri. D'où l'importance de parler du sujet, d'où l'importance de nous éduquer, de nous former pour qu'il puisse avoir une synergie d'action de tous les acteurs. Et aussi, des fois, réparation. Donc, celui qui cause le tort ou celle qui cause le tort doit pouvoir aussi être poursuivi par la justice et réparer les dommages qui peuvent être réparés. Merci beaucoup, Tata Kumba, pour ces informations importantes et ces solutions. Selon vous, comment déconstruire les normes sociales qui banalisent les violences, y compris dans l'espace numérique? Je pense que les normes sociales qui font que les violences sont banalisées sur le numérique sont des normes sociétales et des mentalités rétrogrades qui existent en dehors même du numérique, même avant le numérique. Donc, quand on pense que une femme ou une jeune fille est une personne de seconde classe qui n'a pas les mêmes droits que toi, ou quand on pense que c'est toi, garçon, qui peut te promener en t-shirt ou avoir des pantalons qui sont tombants, et que la jeune fille, elle ne peut pas montrer son corps comme elle veut. Donc, c'est ces mêmes mentalités rétrogrades, c'est ces mêmes idées qu'on amène sur le cyberspace, où on pense qu'on est mieux que l'autre. Toi, tu peux te permettre de faire quelque chose, mais l'autre ne peut pas. Donc, il faut la sensibilisation, il faut l'éducation, il faut la formation sur les droits humains, l'équité, l'égalité, pour dire que nous sommes tous égaux devant la loi. Et le cyberspace est là pour tout le monde. Aujourd'hui, c'est incontournable. Donc, on ne peut pas empêcher quelqu'un de prendre sa voiture, d'aller sur l'autoroute, aller où elle veut. On ne doit pas pouvoir empêcher ou intimider une personne aussi d'aller sur Facebook, d'aller sur Instagram, d'aller où elle veut sur le cyberspace. Parce que c'est aujourd'hui un outil de travail, c'est un outil d'épanouissement, c'est un outil économique où les gens gagnent leur vie. Donc, demander ou restreindre à la participation de quelqu'un ou d'une personne sur ces espaces, c'est mettre un frein à un de ses droits fondamentaux. Donc, il est de pouvoir vivre de ses compétences. Si elle décide d'être influenceuse, elle décide d'être tiktokeuse, pourquoi quelqu'un va pouvoir l'intimider pour ne pas le faire? Donc, moi, je pense que c'est toujours l'éducation, la sensibilisation, avoir des lois strictes et appliquer ces lois
et vraiment aussi la synergie d'action. Mais déjà, commencer nous en tant que parents, en tant que individus, qu'on éduque nos enfants, qu'on s'éduque nous-mêmes, qu'on se sensibilise entre nous, parce que ce qu'on voit sur le cyberspace, en général, c'est des choses déjà qui sont faites en dehors du cyberspace. Ok. C'est un combat, en plus de la sensibilisation, de l'éducation, l'éducation numérique et de l'application des lois, quel rôle doivent jouer et l'État et les autres leaders d'opinion et les institutions dans la prévention et la sanction de la cyberviolence? Bon, l'État, c'est le régulateur par excellence. Donc, on a vu en les cadres, on a parlé d'Adama Coulibaly, le procureur, on a parlé de l'Agence pour la protection des données à caractère personnel, la DPP, je pense, vous pouvez mettre le sigle qui s'y est, mais on a une agence donc qui fait beaucoup de sensibilisation, qui dit même quand tu veux installer une caméra chez toi, il faut savoir que ta liberté s'arrête où commence celle des autres. Donc, c'est important. Merci. Donc, il faut mettre ça sur le chat. Donc, c'est ouvert à tout le monde parce que aussi, moi, je dis que je veux aller sur Internet, c'est ma liberté, oui, certes, mais il faudrait aussi que tu saches que toi, ta liberté s'arrête là où commence aussi celle des autres. On ne peut pas aussi faire du n'importe quoi. Donc, l'autorité, merci, Pantakumba. Donc, l'autorité de protection de données à caractère personnel. Donc, c'est le nom formel. Donc, qui est là. Donc, l'État est en train de faire sa part. Mais nous, maintenant, en tant que activistes, en tant que défenseuses de droits humains, en tant qu'actrices de la société civile, nous devons connaître ces lois-là. Et identifier des failles potentielles, des opportunités pour les améliorer. Nous devons connaître ces lois-là et les mettre quand on est en train de faire une discussion. Et Fantakumba a aussi parlé, ça ne sert à rien d'avoir des lois. On dit que certaines personnes, nul n'est supposé ignorer la loi. Mais aucun État aussi ne peut emprisonner tous ces prisonniers, toutes ces populations. Il n'y a aucune prison au Mali ou dans le monde qui pourra mettre tout. Donc, l'État aussi a une obligation de vulgariser ces lois-là et de les faire comprendre par les populations. Donc, quand on a toutes ces lois écrites dans une langue étrangère et qu'on a un taux d'alphabétisation dans un pays qui ne dépasse pas 35%, donc on a une majorité de Maliennes et de Maliens qui ne savent ni lire ni écrire dans aucune langue, donc il n'y a pas à chercher de midi à 14h. On ne va pas connaître ces lois-là. Et on ne peut pas nous mettre toutes en prison. D'où tous ces abus. Donc, les sociétés, les acteurs de la société civile, les acteurs que nous sommes et les actrices que nous sommes, nous pouvons aussi aider à la compréhension et à la vulgarisation de ces lois. Donc, nous pouvons aussi nous porter comme défenseurs des victimes. Donc, merci beaucoup à Solidaris 223 Amina qui est avec nous, qui fait beaucoup, donc qui ne peut pas tout faire toute seule. Donc, la synergie d'action entre nous aussi, c'est important. Donc, se constituer des fois la voix des sans-voix. Donc, quand on constate qu'une de nos sœurs ou un de nos fils est victime de cyberharcèlement, parce que ça commence petit, que nous n'ajoutons pas nos voix là-dessus, que nous ne partageons pas. Que quand on commente, comme Maïmouna le fait souvent pour dire non, je me porte contre de tel acte. Non, je ne serai pas actrice. Parce qu'on voit intimement, quelqu'un va dire, comme Aminata l'a dit, oh, elle est belle, oh, mais tu commences à prendre du poids. Or, toi, tu n'as aucune idée. Ça peut être aussi banal que ça. Tu commences à prendre du poids. Qu'est-ce qui se passe? Ou récemment que j'ai vu, Tantukumba, Ibouenade. Oh, moi, je suis en train de dealer avec ma ménopause et tous les médicaments que je suis en train de prendre. Donc, déjà, peut-être psychologiquement, je suis en train d'être traumatisée déjà par ça, par le changement d'après mes 55 ans. Qu'est-ce qui se passe? Les cheveux gris qui commencent. Donc, je commence déjà à avoir comment on dit, confiance en moi. Je n'ai plus autant confiance en moi. Si c'est mon cas, et maintenant, les commentaires qui vont venir, Tantukumba, il faut aller faire un régime maintenant. Tantukumba, non, on va pas accepter ça. Amnibla, régime là, il faut. Donc, tu peux commencer à ajouter. Et 2 personnes, 3 personnes vont commencer à. Tu peux dire, non, Tantukumba, you just look fine. Oh, Tantukumba, tu n'as jamais été aussi belle. Non, moi-même, je t'adore comme ça. Le fait que tu aies gagné un peu de poids, ça te va, ta joue maintenant est plus ronde. Donc, tu peux contribuer à arrêter aussi et ne pas faire boule de neige. Parce que le drame avec les réseaux sociaux, c'est que ça va trop vite, très vite et partout. Il n'y a pas de frontières.
Donc, il y a tellement de choses qu'on peut faire, hein, mais la première commence par l'éducation. L'éducation, parce que pour pouvoir corriger, il faut que toi-même, tu sois consciente du problème. Des fois, nous-mêmes, on participe à la violation, à l'intimidation, au harcèlement sans le savoir. Donc, il faut qu'on s'informe, qu'on s'éduque même sur ce qui est constitue ou peut constituer une violence sur un espace numérique. D'accord. Merci beaucoup, Tata Kumba, pour ces recommandations et merci pour cette brillante intervention. Je vous en prie. Merci à tous nos intervenants. Je pense que nous allons devoir donner la parole à notre audience. Les intervenants ont beaucoup parlé. Je pense que les participants veulent maintenant parler. Pour poser vos questions, pour contribuer, vous pouvez juste lever la main ou poser la question dans le chat en indiquant laquelle des intervenants la question est adressée. À présent, la parole est à qui veut la prendre. Vous n'avez juste qu'à lever la main. Qui veut parler des questions, des contributions? Oui, Est-ce que tu vois une main? Moi, je ne vois pas de main. pas encore, je ne vois pas de main. Alors, si Cher vous assistant, avez des difficultés pour lever la main, vous pouvez ouvrir votre micro et parler directement, il n'y a pas de problème. Il y a Zainab Koulibaly qui a levé la main. ok. Zainab, vous avez la parole. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis Zainab Koulibaly, coordinatrice du projet au sein de la Fédération nationale des jeunes filles et femmes pour leur autonomisation, FENAGIFA. Nous évoluons sur l'autonomisation économique des femmes et des filles ici au Mali et également la lutte contre les violences basées sur le genre. Tout d'abord, je tiens à remercier nos éminentes panélistes pour la qualité de l'exposé et surtout pour cette valeur ajoutée que chacun d'entre nous a pu avoir la chance d'en acquérir. Alors, ma question va s'adresser à Amina concernant son intervention. Alors, Amina, comment analyses-tu les cyberviolences? Comment analyses-tu l'impact de ces cyberviolences sur les femmes? Zéna, il s'agit de quelle Amina? Amina, la sahélienne. Je pense que Amina est partie, elle a un autre panel au ministère, elle est déjà partie. Ok, bon, je pense que Tanti Kumba peut répondre à cette question. Hein. Comment analyser vraiment l'impact de ces cyberviolences-là sur les femmes? Et également, ces cyberviolences-là ne concernent pas que seulement les femmes de Bamako. Est-ce que les femmes urbaines également ont des effets vraiment néfastes grâce à ces cyberviolences? Merci. Merci Zénab. Tata Kumba, vous pouvez répondre. Ok, merci beaucoup. Merci Zainab pour cette question. Je pense que toi-même, tu connais sûrement déjà la réponse si je peux te tutoyer, mais c'est toujours bien aussi de revenir là-dessus pour ouvrir encore nos yeux et mettre l'accent sur tous les dommages qui peuvent être directs et même parfois indirects. Cyberviolence, c'est toujours un acte de violence, mais ce qui est fait à l'aide d'une plateforme ou d'un instrument numérique sur un espace numérique. Donc, ça reste une violence. Et quand on est victime, on est survivante d'une violence, ça peut amener beaucoup de traumas. Donc, on peut parler des conséquences psychiques, mentales sur toi-même. Ça te réduit au silence. Tu as peur. Tu n'as plus confiance en toi. Si c'est ton gagne-pain, par exemple, beaucoup aujourd'hui vendent sur les réseaux sociaux. On a beaucoup qui font des lives sur TikTok. Donc, si tu te fais attaquer tout le temps pendant tes lives, donc tu ne vas plus pouvoir exposer tes produits. Et ce qui fait que c'est un manque à gagner. Donc, il y a une violence économique qui est faite sur toi. Donc, tu n'as plus accès à de l'argent avec toutes les conséquences que ça peut venir. Et en plus que de toi-même d'être victime, tu as toute ta famille et tu as aussi d'autres femmes qui, à travers ton exemple, vont commencer à avoir peur et ne plus participer. Donc, quand c'est une grande frange de la population qui ne participe pas,
Donc, ça, c'est des manques à gagner. C'est des personnes qui ne participent plus à la construction du pays, à la discussion, à l'animation de la démocratie. Et dans le cas extrême que j'ai évoqué tantôt, donc, on a beaucoup de violences sexuelles et sexistes, des viols répétés, le partage des nudes, hein, donc, qui peuvent même amener au sacrifice ultime, au suicide, ou dans le cas de Mariam Cissé, à l'assassinat. Donc, les violences peuvent être très, très graves, parce qu'il y en a qui ont payé de leur vie et qui continuent à payer de leur vie. Combien de jeunes aujourd'hui, il y en a même qui se sont suicidés spectaculairement en filmant cela, parce qu'ils ont été victimes de bullying. Ça ne finit pas, ça ne finit pas, ça ne finit pas. Arrête, 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 les personnes n'arrêtent pas. Où il y a du chantage. Si tu fais pas ça, je vais partager les nudes que tu m'avais données quand on était ensemble. Et donc, la personne en créant ça, appelle donc, décide de se suicider. On a tellement d'exemples de ça, de mamans, de parents aujourd'hui qui sont malheureux, d'enfants qui vivent ce trauma parce que leur camarade a décidé de mettre fin à sa vie, garçon comme fille. Donc, les conséquences peuvent être ultimes, économiques, physiques, biologiques, mentales, même aussi la mort. Moi, quand même, j'ai une petite question, si c'est possible, en tant que panéliste. Ok, allez-y. Oui, si Fanta Kumba Karambe ou Maïmouna Djongouda peut-être nous parler surtout de l'exemple concret de Maïmouna, qu'est-ce qu'il faut, les premières étapes critiques, si jamais on est victime d'usurpation d'identité? Quelles sont les premières choses, les premières étapes critiques qu'on peut faire pour vite mettre frein et que ça ne déborde pas? Ok. Et aujourd'hui aussi, peut-être pour Fanta Kumba Karambe au Mali, avec l'avènement de l'e-money, l'argent virtuel, avec les Orange Money et tout ça, quels sont peut-être des conseils pratiques aussi qu'elles peuvent nous donner, parce que nous, en tant que femmes, on utilise beaucoup ça pour protéger nos portefeuilles numériques, si c'est possible. Ok, Maïmouna et Fanta, vous pouvez répondre à la question de Tata Kumba. Après, il y a une autre question pour Maïmouna et Aminata. Ok, est-ce que je peux commencer? Oui, vas-y. Ok, très bien. Merci beaucoup pour cette question. Et peut-être partager mon expérience va aussi montrer une autre approche, une autre spécificité. Parce que moi, mon compte a été usurpé, mais pas mon identité a été usurpée, pas mon compte. Donc, la personne n'a pas eu accès à mon compte. La personne m'a juste suivi. Et en fait, là, je reviens sur ce que Fanta disait par rapport à la gestion des paramètres et surtout les paramètres de confidentialité. C'est à travers des partages d'amis que la personne a vu mon profil, a commencé à suivre ce que je faisais et à partir de là, créer un autre compte avec mon nom. Et comme il y avait beaucoup de personnes qui m'envoyaient des demandes d'amis sans pouvoir accéder, la personne a juste récupéré une autre communauté à côté en leur disant j'ai atteint 5000 amis sur l'autre compte Facebook. Donc ici, vous pouvez interagir avec moi, c'est mon deuxième compte. Et c'était un acte criminel parce que la personne a commencé à induire des individus en erreur, à leur prendre des ressources, à leur prendre des cadeaux. Et c'était vraiment quelque chose de très violent. Moi, je pense que la chose à faire, c'est qu'il faut déjà informer sa communauté en ligne de ce qui se passe, de ce qui nous arrive. Ça permet à ces personnes, en fait, de signaler le compte et de dire à la personne tu n'es plus caché dans ce que tu fais. Je pense qu'il est aussi important de porter plainte. Moi, quand j'ai su ce que la personne faisait, je n'étais pas au Mali, mais j'ai quand même fait une procuration et j'ai demandé à ce que ma sœur aille porter plainte. Et lorsque je suis rentrée, j'ai fait le suivi. Je pense qu'une autre chose, c'est de ne pas se décourager. C'était vraiment long et laborieux parce que c'est quasi impossible avec les moyens que nos unités d'enquête ont de pouvoir donner suite à de telles plaintes. Moi, j'ai recruté un expert pour pouvoir appuyer la police dans ses recherches. J'ai mobilisé tout le Mali, puis finalement, c'est Orange
qui avait pu répondre à la sollicitation de la police et nous aider à pouvoir arrêter la personne. Cette personne a été jugée et a été emprisonnée pour 2 ans. Donc, je pense que c'est important de voir les paramètres de confidentialité parce que les partages, parfois, on se sent en sécurité avec une communauté qu'on a l'impression de maîtriser, mais les partages peuvent comme nous amener à certains endroits. Je pense que lorsque ça arrive, il est important de communiquer dessus parce que même quand c'est ton compte qui est usurpé, il n'y a pas de honte. La honte, ce n'est jamais à ton niveau. La honte, c'est la personne qui est en train d'usurper ton identité. Donc, il faut informer ta communauté pour pouvoir signaler. Il faut porter plainte parce que les mesures sont préventives, mais les mesures doivent aussi être punitives. Donc, les gens qui se rendent coupables de ces actes-là doivent savoir que ça ne peut pas rester impuni. Ce qu'ils font, c'est grave. C'est aussi grave que aller agresser quelqu'un à l'extérieur. Donc, c'est de porter plainte, de suivre la plainte et je pense que c'est d'assumer aussi cette plainte parce qu'il y a eu tellement de médiation sociale dans mon cas, malgré que j'avais été agressée physiquement par des victimes de cette personne qui a usurpé mon compte et tout. Mais certaines personnes pensaient quand même qu'ils ne devaient pas aller en prison pour si peu parce que c'était une cyberviolence et que c'était pas vraiment en face là. Donc, il y a eu toute cette médiation sociale, mais il faut tenir, il faut aller jusqu'au bout. Fanta Kumba. Oui, déjà, il faut féliciter Maïmouna parce qu'elle a tenu bon. On a tous été témoins ici et généralement, ici au Mali, le problème, c'est que les victimes elles-mêmes deviennent comme des coupables. Et félicitations pour elle, à elle d'avoir été jusqu'au bout. Ça peut servir de leçon à nos jeunes sœurs. Et par rapport à ce que Kumbaba a dit, je sais pas comment sécuriser les portefeuilles numériques. J'imagine sur son téléphone, hein, Orange Money et tout. Si j'ai bien compris la question, comment protéger son portefeuille et tout ça, parce que actuellement, on a beaucoup de cas en fait où il y a des personnes qui nous écrivent des messages et qui nous disent faites attention, mon compte a été piraté. Ou on a même une amie même dans mon association qui n'était même pas à Bamako et qui s'est rendu compte qu'il y a quelqu'un qui a bloqué son WhatsApp de façon temporaire et qui a commencé à envoyer des messages à ses connaissances pour qu'on lui donne de l'argent. Et il y a des personnes de confiance qui lui ont remis l'argent. Et aujourd'hui, elle s'est retrouvée avec des dettes qui ne lui appartenaient pas. Et je sais pas comment elle a géré la suite, mais moi, je pense qu'on aurait dû suivre la procédure et porter plainte. En réalité, déjà qu'on a un téléphone, un ordinateur, la moindre des choses qu'on doit faire, c'est de mettre un mot de passe. Ça peut paraître trop difficile parce qu'à chaque fois quand le téléphone se ferme, mettre le mot de passe, mais c'est très, très important. C'est très, très important. C'est une première protection, une barrière, parce que le téléphone, maintenant, c'est notre tout. Aussi, deuxièmement, par rapport au portefeuille numérique, faire attention à ce que tout le monde ne connaisse pas votre code. Généralement, les gens mettent juste leur date de naissance. La date de naissance, là, si quelqu'un la connaît, ça nous protège pas. Et aussi, vérifier les messages. Parce que souvent, il y a des gens qui vous écrivent avec leur propre numéro de téléphone qui disent que ce numéro vous a fait un transfert, etc., etc. Et après, la personne vous appelle qui vous demande est-ce que tu peux me renvoyer de la somme? Et généralement, il y a des complicités derrière. Parce que comment ils ont su que vous aviez un montant dans votre compte? Il faut faire attention aux appels parce que moi aussi, j'ai reçu un appel une fois où quelqu'un me demandait, il se présentait comme un agent des Nina et d'identification et il voulait avoir des détails par rapport à ma carte Nina. Et bon, généralement, moi, j'ai pas de patience par rapport à ce genre de choses. J'aurais peut-être dû le cuisiner, attendre qu'il aille jusqu'au bout. Et moi, j'ai immédiatement dit, qu'est-ce qui me prouve que vous êtes vraiment celui que vous prétendez être? Et il a coupé. Ça, imaginez, moi, j'ai un niveau. Imaginez ceux qui ne savent pas, en fait. Qu'est-ce qui allait sortir de là? Aussi, comme j'ai dit, hein, il y a le hameçonnage. C'est quoi le hameçonnage? C'est les petits messages que vous recevez là. Vous avez gagné à la tombe. J'ai fait une erreur de transfert. Il faut taper un code. Il y a des gens même qui utilisent votre Orange Money pour jouer à des paris sur Internet à travers certains codes qui vous demandent de valider. Donc, il faut faire attention à tout ça. Voilà pourquoi j'ai dit que la sensibilisation, c'est important. C'est important parce que les gens, ils sont là. Tout le monde a le mot de passe de leur Orange Money. Et ils peuvent même, dans certains cas, il y a certaines personnes qui arrivent à aller à Orange, retirer votre puce, utiliser votre Orange Money. C'est-à-dire, c'est incroyable. Donc, la première sécurité, c'est nous, en fait. Et encore une fois, sensibiliser
dans les langues nationales, parce que comme on l'a dit, hein, il n'y a que ça. Il n'y a que ça. J'espère avoir répondu. Si quelqu'un d'autre a mieux encore à dire, pas de souci. Merci beaucoup. Pour t'ajouter, Fanta Kumba, il faut D'accord. aussi faire attention aux liens là, les liens qu'on a l'habitude d'envoyer dans nos groupes, que ce soit nos cousins, nos cousines qui envoient les liens sur le groupe qui disent que soit c'est Malitel qui fête son anniversaire ou c'est Orange qui fête son anniversaire. On doit cliquer sur ces liens et puis répondre aux questions. Il faut faire beaucoup attention à ces liens-là. C'est juste pour avoir vos données clair. dans votre téléphone. Et C'est clair. s'il faut que Orange envoie 50 gigas à tous les Maliens, est-ce que Orange va s'en sortir? C'est juste pour avoir vos données. Quand j'ai l'habitude de dire cette phrase-là, quand on dit que c'est gratuit, dites-vous que c'est vous le prix. C'est juste pour avoir quelque chose. Faites beaucoup attention à ces liens-là. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Il y a Aminata qui a une question pour Maïmouna et pour Aminata Keita. Elle remercie les panélistes pour la qualité des interventions. Elle dit que quelle est la recommandation pour briser le silence en toute sécurité pour les victimes de cyberharcèlement et ne portant pas atteinte à la sécurité physique et numérique et aussi l'intégrité des procédures judiciaires. Sa question s'adresse à Maïmouna. Je ne sais pas si Maïmouna a compris la question. Elle dit quelle est la recommandation pour briser le silence en toute sécurité pour les victimes de cyberharcèlement. Moi, alors, je pense que j'ai vécu deux situations. Il y a eu l'usurpation de mon compte et comme mon compte a été usurpé et que cette personne avait des relations amoureuses, entre guillemets, avec plusieurs hommes à Bamako, moi, j'ai été victime de cyberharcèlement sur mon compte, sur mon compte réel aussi. Donc, il y avait comme ces deux situations-là. Je pense que ce que j'ai fait aujourd'hui, avec du recul, au début, j'ai paniqué et la première chose que j'ai faite, c'est de retirer environ 3000 personnes de mon Facebook, qui était une communauté déjà bâtie depuis des années. Et ça, c'est quelque chose qui peut te nuire lorsque ton compte Facebook, c'est pour, comme le mien l'était, c'est pour sensibiliser, militer, faire passer des informations. Je pense que ce qui est important, c'est de communiquer comme je le disais tout à l'heure. Mais on ne communique pas forcément en divulguant des informations du dossier. Parce qu'à partir du moment où le dossier est judiciarisé, il y a certaines questions que tu ne peux plus rendre publiques. En fait, tu ne dois même pas le faire, même si le dossier n'est pas judiciarisé, au risque de te retrouver toi-même face à des ennuis. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est juste que j'ai dit, j'ai été victime d'usurpation d'identité. Voici ce que la personne fait. La personne est en train de parler avec d'autres personnes et je n'ai pas divulgué l'identité de ces personnes-là, même si je le savais, parce que certaines de ces personnes m'ont alerté. J'ai partagé les captures d'écran de ce que la personne faisait pour me nuire et j'ai dit aux gens de m'aider à signaler son compte et de faire attention à eux pour ne pas se retrouver dans un tel schéma. Et lorsque j'ai fait des mains et des pieds pendant des mois, plusieurs mois, pour enfin mettre la main sur lui lorsque la police l'a arrêté, je connaissais enfin son identité, mais je ne l'ai pas divulgué. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais partagé l'identité de la personne. Donc, on a eu le procès, la décision de justice a été rendue, lui, il est parti en prison. Il y a eu, en fait, toute la procédure judiciaire et moi, je n'ai donné aucune information sur ça. Parce qu'en réalité, le monde n'avait pas besoin de connaître ces informations. Le monde avait besoin de savoir que moi, je n'étais pas en sécurité. Et lorsque je l'ai été, de savoir que je suis en sécurité maintenant. Et le fait de divulguer ces informations, les gens peuvent dire, oui, c'est pour protéger d'autres personnes. Mais en réalité, ça peut nuire aussi à cette personne-là. Et moi, mon objectif, c'était pas de nuire de le nuire. Mon objectif, c'était qu'il soit puni selon la loi. Et il a été puni selon la loi. Le procureur avait demandé, si je le souhaitais, qu'il fasse une déclaration publique pour dire que c'est lui qui avait usurpé mon compte et beaucoup de choses, et même éventuellement faire une vidéo postée sur le compte. J'ai dit non,
parce que pour moi, cela n'était pas nécessaire. Et encore une fois, je voulais qu'il soit puni, mais c'est un jeune comme nous et je ne voulais pas non plus détruire sa vie parce que une telle communication l'aurait suivi en fait tout le temps. Donc, j'ai dit non à ça. Je pense que oui, on peut communiquer sur des informations, mais pas donner le contenu du dossier qui est judiciarisé, taire l'identité des personnes tant que le procès est en cours. Et parce que tant que la décision de justice n'est pas rendue, vous n'avez pas de coupable. Et même moi, quand ma décision de justice a été rendue, je n'ai pas voulu communiquer sur son identité allant dans le sens de le nuire. D'accord, merci beaucoup, Maïmouna. Aminata, est-ce que tu veux ajouter quelque chose à cette réponse? Je pense que pour tout ce qui est côté judiciaire, je pense que Madame Maïmouna a largement parlé de ça. Moi, ce que je vais rajouter, c'est que comment elle s'appelle déjà, celle qui a posé la question? Amina. Ok, elle s'appelle Amina. Donc, il y a quelque chose de très simple. Ok, elle s'appelle Amina. Okay. Donc, il y a quelque chose de très simple, pas coûteux, qui est ici sur cette terre, ça s'appelle bloquer. Il y a quelqu'un qui essaye il y a des gens qui vous harcèlent, il y a des gens qui vous envoient des commentaires désobligeants, il y a des gens qui sont malveillants avec vous, bloquez. Quel que soit le réseau social, bloqué. Vous pouvez bloquer et vous pouvez signaler les gens. Il faut pas permettre que les gens atteignent un certain niveau avec vous. Votre compte, c'est pour vous, en fait. Les gens n'ont pas à venir vous dicter votre conduite. Les gens n'ont pas à venir à vous insulter sur vos propres pages. Vous bloquez la personne. Très simplement. Maintenant, si vous bloquez la personne comme ça a été dit, si par exemple c'est quelque chose qui est allé loin ou au point où il y a une procédure judiciaire qui a été engagée, nous, par exemple, moi en tant que journaliste, vous savez, il y a l'éthique et la déontologie. Quand même, quand on doit diffuser une information, il y a certaines questions qu'on doit se poser. Est-ce que révéler cette information est utile? Qu'est-ce que ça va apporter à l'auditoire? Quelle valeur ajoutée ça va apporter à l'auditoire? Première des choses, tu as bloqué la personne. Si normalement, quand la personne est bloquée, le compte est signalé, normalement, tu es à l'abri. Maintenant, si c'est quelque chose qui est allé beaucoup trop loin, comme par exemple l'exemple donné par Madame Dambélé, et qu'il y a une procédure judiciaire qui a été engagée, il y a la présomption d'innocence, quoi qu'il se passe. Donc, vous ne pouvez pas, c'est quelque chose, comme elle a dit, il faut garder le silence autour. Une fois que justice a été faite, vous avez déjà eu votre justice. Cette personne ne peut plus vous harceler. Donc, il n'y a vraiment pas besoin de divulguer cette information. Mais encore une fois, vous pouvez vous protéger. L'information, c'est la première des choses. Moi, je dis que l'information, quand on n'a pas l'information, ça coûte très, très cher. Donc, il faut vous informer. Il faut vous former sur comment j'utilise les réseaux sociaux, comment faire en sorte pour que les gens ne m'atteignent pas d'une certaine manière. Et les gens qui sont désobligeants, vous les bloquez tout simplement. Vous bloquez, vous signalez, ces personnes-là sortent de votre profil. Et surtout, ça sert à rien d'accepter les demandes des gens. Parce qu'il y a des gens qui acceptent les demandes juste pour avoir une forte communauté. Souvent, ça sert à rien d'accepter autant de personnes. Il faut vraiment avoir une communauté saine, en fait. Des gens avec qui on a les mêmes centres d'intérêt, les gens qui peuvent m'amener loin. Moi, je pense que dans la vie, on marche avec des gens qui peuvent t'amener quelque part. Donc, ça sert à quoi d'avoir énormément de gens dans ces comptes, énormément de gens autour de toi? Si c'est juste pour t'insulter, si c'est juste pour que quand tu postes quelque chose, on mette des commentaires. Non, faut vous entourer de ce qui est nécessaire, de ce qui peut vous faire avancer, et le reste, on l'enlève. D'accord. Merci beaucoup, Aminata. Il y a Jen qui, je pense que sa question est adressée à toutes les panélistes. Elle veut savoir quelles sont les statistiques de la cyberviolence au Mali. Les statistiques de la cyberviolence au Mali. Est-ce que quelqu'un a un élément de réponse par rapport à ça? Oui, moi je peux parler parce que j'ai évoqué quelques statistiques, mais d'une manière générale, quand on parle de violence, moi je pense qu'il ne faut pas s'attarder à attendre quelques violences. Mais Mouna Djongouda vient de montrer son visage. Elle a été victime, c'est déjà une victime de trop. Et on est quand même avec la nouvelle génération en tant que tata. Je me dis aujourd'hui, on a toutes les plateformes possibles, les outils possibles. On a Google, on a ChatGPT, on a Perplexity, vous avez Claude, vous avez tout ce qu'il vous faut. Comment on peut dire quelles sont les statistiques? La personne même peut aller regarder. Donc, il ne faut pas aussi qu'on soit un peu paresseux intellectuellement. Aujourd'hui, quand même, la connaissance, c'est open learning. C'est partout.
Hein. Donc, je sais qu'il y a UNICEF qui a fait un rapport d'une étude dans 30 pays, dont le Mali. Donc, pour aller voir, l'étude a été faite sur des jeunes de 13 à 24 ans. Il y a Plan International qui a aussi publié une étude. Je pense que c'était en 2025, c'est très récent. Plan International aussi a parlé de 58%. Donc, plus d'une fille sur deux, plus de la moitié qui ont déclaré être victimes de cyberharcèlement, de violence en ligne. Il y a aussi une étude de ONU Femmes. Mais ONU Femmes parle de 16% à le range. C'est vraiment un grand gap parce que ONU Femmes parle de 16% à 58% aussi comme Plan International. Donc, aujourd'hui, quand même, demander quelqu'un les statistiques, c'est vraiment faire un peu de paresse parce que c'est disponible partout. Plan International, 58% des filles de 16 à 18 ans dans 31 pays ont subi du cyberharcèlement en ligne. 47% des jeunes militantes féministes ont aussi déclaré être victimes d'attaques en ligne. Et puis, ONU Femmes, 16% à 58% de femmes et de filles qui ont subi des violences numériques, dont le cyberharcèlement. Et UNICEF a mené une étude dans 30 pays, dont le Mali, sur une population cible de 13 à 24 ans. Et une personne sur 3 ont déclaré être victime de cyberbullying. Et 34% de ces jeunes étaient de l'Afrique subsaharienne. Désolée, mon micro était fermé. Merci Tata Kumba pour cette réponse. Il y a une question pour Aminata Aïdara. La personne dit, au regard de votre expérience et votre travail dans ce domaine, pensez-vous que les nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle, peuvent être utilisées pour détecter et prévenir plus efficacement le comportement abusif en ligne? Quels pourraient être, selon vous, les principaux avantages, mais aussi les limites de ces outils dans la lutte contre la cyberviolence? La question est adressée à H. Le micro est peut-être fermé. Je pense que tu peux redistribuer la question. Khalida, ton micro est fermé. Ok, désolé. Je disais que quelqu'un d'autre peut répondre à la question. Tata Kumba, Maïmouna ou Fanta Kumba? Désolée, parce que tu avais dit H, donc moi, j'ai pas bien suivi la question. Elle est quoi? La question a été adressée à H, mais je pense qu'elle n'est pas là. C'est quoi la question? La personne demandait, comment on appelle? Pensez-vous que les nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle, peuvent être utilisées pour détecter et prévenir plus efficacement les comportements abusifs en ligne? Quels pourraient être, selon vous, les principaux avantages, mais aussi les limites de ces outils dans la lutte contre la cyberviolence? Oui, bon, je pense que Internet Society, avec le président Kouyaté, vous-même, vous êtes beaucoup plus en mesure d'expliquer ça, ou bien Fanta Kumba Karambe. Mais ce que moi, je peux dire, parce que quand H intervenait justement, elle a mis beaucoup d'accent sur la veille, comment nous-mêmes, on est responsable, le comportement. Mais malheureusement, aujourd'hui, avec le deepfake, avec l'intelligence artificielle, donc, on peut aussi être victime, parce que les choses peuvent être créées de toutes pièces, et on peut y croire. Récemment, il y a un jeune qui s'est amusé à me faire une image là où j'étais sur le cheval. Cette image-là a fait le tour parce que je l'ai mis sur mes profils et tout. Mais tout le monde me disait, Kumba, il est là, son grand Kumba, mais comment tu n'as pas peur? Mais j'ai dit, c'était un montage. Aujourd'hui, avant, on disait, il faut croire ses propres yeux. Aujourd'hui, on ne peut pas croire ses propres yeux. On ne peut pas croire ses propres yeux aujourd'hui. Donc, c'est très important aussi que quand on voit ça, qu'on demande et que nous, surtout au Mali, on pense qu'on peut tout faire. Donc, très vite, quand on te diffame, il y a des gens qui peuvent croire. Mais il faut aussi dire, est-ce que moi, ce que je connais de Kumbaba, ce que je connais d'elle, et ma relation avec elle, est-ce qu'elle peut être capable de ça? Essayez de lui demander. Donnez-lui le bénéfice du doute. Avant de vous mettre à partager, par exemple, aujourd'hui, même si je l'aime pas, il y a un des influenceurs en Côte d'Ivoire, le pasteur, comment il s'appelle encore? En tout cas, il est toujours sur les réseaux sociaux, et ses filles aussi. On vient de montrer une vidéo de lui en une position compromettante, ce que les Sénégalais appellent acte contre nature. Ça, c'est l'appellation des Sénégalais. Mais la vidéo est en train de faire le tour du monde même. À voir la vidéo, on sait que c'est faux. Mais déjà, le damage est fait.
Mais aujourd'hui, il y a plein de logiciels, peut-être Fanta Kumba Karambe ou même QAT. Donc, on peut aussi mettre des informations dans le logiciel pour nous dire est-ce que c'est AI ou c'est pas AI. Donc, en général, hein, il y a beaucoup qui font ça pour dire non, voici. Et puis, on a la réponse pour dire que non, c'est une image qui est trafiquée. Mais combien de personnes ont accès à ces logiciels-là pour dire que c'est AI ou pas? Parce qu'aujourd'hui, les AI, les images créées, les contenus créés par l'intelligence artificielle deviennent de plus en plus sophistiqués et très, très proches de la réalité. D'accord, merci beaucoup, Tata Kumba. Moi, Il y a- je voudrais réagir aussi. Allez. Oui, je parlais de Makoso. Il y a quelque chose sur Makoso qui circule dans ces temps-ci. Si, on a Je sais si vu. vous avez vu. Si, on a vu. Mais quand tu regardes de près, c'est du fake. En réalité, l'intelligence artificielle, c'est un outil, en fait, qui peut nous aider, en fait, dans cette histoire de cyberharcèlement, cyberviolence. Mais elle seule, elle ne peut pas tout. Il ne faut pas tout confier à l'intelligence artificielle. Il faut également mettre l'humain aussi au milieu de ça, et utiliser toutes les preuves numériques et prendre la décision finale. C'est ce que je voulais dire. L'IA, c'est bien, mais il faut qu'elle soit toujours accompagnée par les humains et aussi utiliser le numérique et tout pour voir si c'est vrai ou si c'est faux. Si on laisse tout à l'IA, souvent, l'analyse peut être biaisée, en fait. Voilà. C'est un Ok, outil d'accompagnement, mais il peut pas faire tout. d'accord. Fanta, il y a une dernière question qui t'est adressée. La personne dit, pour ceux qui utilisent les empreintes comme code pour protéger le contenu de ces données, quels inconvénients ou problèmes ces personnes peuvent faire face? Je me dis, en fait, il faut faire attention à l'empreinte. Moi, c'est que personnellement, moi, j'ai jamais été fan d'utilisation de l'empreinte. Déjà, on va dire, Internet connaît tout de nous, hein. Depuis Google, ils ont tout de nous. Ils ont nos messages, ils ont nos mots de passe, ils ont nos empreintes. Alors, qu'est-ce que vous voulez? On a notre vie dans leurs mains. Et il faut faire attention parce que on peut voler l'empreinte, on peut reproduire l'empreinte. Quelqu'un peut reproduire l'empreinte et accéder à tes données. Quand tu dors, on peut utiliser ton empreinte pour accéder à ton appareil. Et voilà. À mon avis, il faut plutôt associer l'empreinte et puis un mot de passe, on sait jamais. Comme ça, si l'un ne marche pas, l'autre peut marcher. Mais il faut pas, je suis pas pour exclusivement l'empreinte. Il faut utiliser une autre méthode qui accompagne également. Il va aider si jamais on a un problème avec son empreinte, si on a un problème avec le bouton qui détecte l'empreinte, là, tu ne pourras pas avoir accès à tes données. Donc, il faut toujours faire attention lorsqu'on utilise l'empreinte. Il faut utiliser deux authentifications au minimum. Voilà. Merci. Ok, merci. On est déjà midi 12, on a largement dépassé le temps. Merci à tous pour l'intérêt que vous portez à cette rencontre. Je pense qu'on va devoir donner la parole aux panélistes pour leur dernier mot. Fanta Kumba, je te repasse la parole pour ton dernier mot. D'accord. Ce que j'ai à dire, c'est que en réalité, nous, les femmes et les filles déjà, plusieurs d'entre nous militent pour, comme la participation des femmes à la vie publique. Et cette participation est reproduite sur les réseaux sociaux en réalité. Et comme Kumba l'a dit, les mêmes travers auxquels nous faisons face dans la réalité sont les mêmes travers auxquels nous faisons face dans le digital. Donc, c'est à nous de savoir utiliser les bons codes, c'est à nous de faire des alliances, c'est à nous de savoir comment se protéger pour pouvoir naviguer en toute sécurité et dans un espace qui est sain. Donc, ces histoires de cyberviolence, de cyberharcèlement, d'intimidation, d'Internet sûr, on ne pourra pas les garantir à 100%, mais si on met des garde-fous, si l'État, à travers le pôle anti-cybercriminalité, si les associations, si les sensibilisations sont faites, je pense que ça peut réduire la donne. Et je peux dire, j'encourage ISOC encore à reproduire ce genre de panel, mais en langue locale pour nos sœurs qui ne comprennent pas forcément le français. Et ça a été un plaisir pour moi de participer à ce panel. Merci beaucoup pour l'heure que vous m'avez faite. Merci. C'est bien noté. Merci à vous pour votre disponibilité, pour votre engagement pour un Internet plus sûr et inclusif. Tata Kumba, votre dernier mot, s'il vous plaît. C'était un mot de remerciement et surtout aussi de gratitude envers les hommes qui sont avec nous aujourd'hui dans le cadre du 8 mars. Donc, merci beaucoup pour leur soutien et leur accompagnement. Je réitère aussi l'invitation de Fanta Kumba Karambe. Je pense que dans la veine du 8 mars, donc ce qui va sortir de ça, vous pouvez faire un TikTok live en Bambara
Donc choisir les plateformes qui sont plus suivies par la jeunesse, qui sont plus suivies par la masse populaire. Et encore aussi, quelqu'un a dit que ce n'était pas qu'à Bamako, ce n'est pas seulement une question de milieu urbain ou de gens qui sont allés à l'école ou pas, parce qu'avec le cas de Mariam Cissé, nous voyons que nul n'est à l'abri. Donc, aussi bien dans le milieu rural que dans le milieu urbain. Et plutôt, donc, le digital nous rapproche. Donc, ça serait bien de le faire sur TikTok pour que celles qui sont dans les zones rurales, dans les zones éloignées, qui ne connaissent pas très bien le procureur Koulibaly, qui ne connaissent pas qu'il y a une autorité qui protège nos données, qu'il y a une loi, qu'il y a des textes, ça serait bien de faire un TikTok live. Vraiment. Et en Bamanankan et avec les compétences linguistiques, pourquoi pas? Amina pourra le dire en son rail. Donc, vous avez beaucoup de compétences aujourd'hui, mais ça serait bien vraiment qu'on essaye de penser autrement, de faire les choses autrement, plutôt que de répéter les mêmes choses. On a eu un bon nombre, mais je pense que si c'était sur une plateforme comme TikTok, on aurait eu beaucoup, beaucoup plus. Donc, il faut essayer aussi d'innover et aller avec les outils de votre génération. Merci. Et merci encore pour l'honneur. Je suis à la Tata Comblé avec mes petites sœurs et mes enfants. Ok, merci beaucoup, Tata Kumba. H, votre dernier mot si tu es toujours là. H, tu es là? Ok. Aminata Keita. Je pense que H a un souci avec la connexion. Merci, Khadija, de me redonner la parole. En tout cas, merci à vous. Comme Tata Kumba l'a dit, c'est une belle action que vous allez faire. Moi, mon dernier mot, ce sera en tant que femme de médias, parce qu'on a mis l'accent sur le rôle des médias dans tout ça. Je vous dirais que il faut également faire la différence entre ce qui est média et tout ce qui est vidéoman et autres. Parce que encore une fois, c'est quelque chose de très, très différent. L'exemple, papa, que je vais vous donner, très récemment, on a vu, juste pour aller vite, très récemment, on a vu un média très connu ici qui allait sur un terrain où on parle d'une femme qui aurait été décapitée. Donc, dans le traitement de l'information, on a tous vu sur les réseaux sociaux ce qui s'est passé. Un enfant de moins de 10 ans qui a été exposé et tout ce qui s'ensuit. Je vous assure qu'un professionnel des médias, un journaliste qui a été formé, qui connaît l'éthique et la déontologie, sait qu'il existe des conventions sur la protection des enfants et on ne peut pas exposer un enfant de la sorte. Même sans un cadre comme ceci, c'est vrai, les faits, c'est extrêmement grave et tout, mais même sans que ce soit un fait grave, un enfant ne doit jamais être sur un média sans l'autorisation préalable de ses deux parents. C'est la première des choses et tous les médias le savent. C'est pour ça que nous, les médias, aujourd'hui, on essaie de faire en sorte que les gens comprennent qu'il y a une différence entre les médias, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment des journalistes, et ceux qui aujourd'hui sont devenus, aujourd'hui, on prend des caméras, on prend des téléphones, on essaie d'informer. C'est pas pareil. On ne verra pas des professionnels faire ce genre de choses. Mais encore une fois, puisque il n'y a pas encore de dénonciation, ou je dirais pas qu'il n'y a pas de dénonciation, mais il n'y a pas de limite parce que les gens, c'est vrai que ce sont des médias qui sont influents, mais il y a une différence entre les deux. Il y a des codes, il y a une éthique, il y a une façon de faire pour les médias professionnels qui n'est pas utilisée pour ces médias-là. Et si seulement cette dame était formée, je pense qu'elle n'aurait jamais fait cet acte-là. Donc, il faut comprendre que les médias ont leurs responsabilités, mais les médias travaillent aussi avec des cadres. Il y a des cadres qui sont là, il y a des lois qui sont là, que les médias sont obligés de respecter. D'où le fait que quand j'ai parlé des sources, j'ai parlé du fait que quand les médias doivent informer et sensibiliser, il y a des choses qu'on est obligé de respecter. D'où ça va avec l'intégrité de la personne, le fait de protéger la personne, parce qu'on ne peut pas exposer même une personne qui est victime. Oui, par exemple, la personne peut parler, mais très souvent, ça sera sous le coup de l'anonymat, la personne ne sera pas exposée et tout ça. Donc, cela permet de sensibiliser sans exposer la victime. Donc, qu'on fasse la différence entre tout ça. Et moi, pour conclure, je vous dirais, mesdames, franchement, vous êtes responsables aujourd'hui de ce que vous faites. Comme Tata Kumba l'a dit, on est toutes grandes. Aujourd'hui, l'information, tout le monde peut aller sur les réseaux et puis se renseigner. Donc, soyons responsables. Faisons ce qui peut nous garantir une vie saine, une communauté saine dans notre profession. Faisons ce qui est vraiment important pour nous et laissons tomber tout ce qui n'est pas nécessaire pour notre avancée tout simplement. Merci beaucoup, Aminata. Maïmouna, ton dernier mot. Merci beaucoup, Khadija. Merci beaucoup d'avoir créé cet espace pour nous permettre de parler.
et d'échanger sur un sujet très important. Aujourd'hui, on ne va pas dire que le numérique, c'est aussi nous, ça fait partie de notre vie, ça fait partie de notre quotidien. Et je pense qu'il est très important que nous l'intégrons aussi dans notre formation. Et quand je dis de l'intégrer dans la formation, c'est d'apprendre aux enfants. Faire un commentaire, un post peut vraiment nuire à une autre personne. C'est d'enseigner la bienveillance. Je pense qu'au-delà de ça, nous devons aussi trouver des programmes scolaires qui apprennent aux enfants autre chose qu'à lire, à écrire, qui leur apprennent, par exemple, des éléments sur la cyberviolence, comment prévenir ça, et surtout, quelle est leur responsabilité pour assainir cet environnement. Je pense que le numérique aujourd'hui nous aide. Le numérique nous permet d'aller de l'avant. Par exemple, l'intelligence artificielle nous fait gagner du temps. Et ça a été toujours le problème des femmes avec les tâches que nous avons et toute la charge mentale. Nous nous sommes toujours dit, on n'a pas assez de temps pour faire les choses. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle nous permet de créer ce temps-là et nous devons en fait assainir le numérique pour pouvoir être au même niveau, parce que si nous ne faisons pas attention, ce qui va se passer, c'est que nous allons être exclus du numérique et nous pourrons difficilement profiter de ça. Donc, je pense que l'intelligence artificielle ne remplace pas l'humain comme quelqu'un le disait, mais elle doit redonner le temps d'être pleinement humain. L'autre chose que je voulais dire, et ça, c'est pour le plaidoyer, je pense que Kumba avait commencé à inscrire des éléments de plaidoyer qui sont possibles et on interpelle par rapport à ça. Je pense que c'est important, en fait, parce que l'intelligence artificielle s'inspire du passé. Et le passé actuellement est sexiste. Et si nous ne faisons pas attention, ces stéréotypes sexistes vont juste se transposer ailleurs et atteindre beaucoup plus de personnes. Donc, je pense que nous avons la possibilité de travailler sur ça. Et enfin, je voudrais dire que en 2026, l'égalité ne va pas se mesurer seulement au nombre de femmes qui sont présentes dans les conseils d'administration, dans les institutions et tout. Mais ça va aussi se mesurer par notre maîtrise des outils numériques. Et nous sommes en train de vivre une transition. Faisons en sorte de ne pas la subir en étant des victimes de cyberviolence, mais de la diriger et de participer à cette transition pleinement. D'accord. Merci beaucoup, Maïmouna. Merci à toutes. Aujourd'hui, nous avons compris que la cyberviolence n'est pas virtuelle. Elle a des conséquences réelles. Elle réduit des voix. Elle freine des ambitions. Elle menace la démocratie. Mais nous avons aussi compris que des solutions existent, des lois, des mécanismes de protection, des outils techniques, des mobilisations citoyennes. La question n'est pas de savoir si nous devons agir. La question est, quand commençons-nous? Un Internet qui fait taire les femmes n'est pas un espace de liberté. Protéger les femmes en ligne, c'est protéger la démocratie, la dignité et l'avenir. Le silence protège les agresseurs. La mobilisation protège les femmes. À présent, je vous demande à tous d'activer vos caméras pour la photo des familles.